Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons plonger dans le monde féerique peuplé de lutins, de farfadets, de fées ou encore de dragons, de griffons, de cerbères et autres bêtes étranges et mystérieuses. Le spécialiste français dans son domaine s'appelle Édouard Brazé et il a publié une encyclopédie du merveilleux qui recense tous ces êtres ou ces animaux mythiques ou de la mythologie qui font partie de nos légendes et peut-être, qui sait, de notre monde réel. Tiens, une question avant de commencer cette émission. Est-ce que vous avez vu une fée ? Est-ce que vous avez senti le frôlement d'une aile d'un elfe peut-être ou entreaperçu un lutin chez vous ? Ce soir, dans les Aventuriers de l'étrange, préparez-vous à découvrir votre vie et notre environnement sous un angle différent, sous l'angle du merveilleux. Édouard Brazé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conteur, vous êtes également auteur de nombreux livres, certains sur les contes et d'autres sur le monde merveilleux. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Vous avez publié aux éditions Le Pré au Clair des encyclopédies, très belles encyclopédies d'ailleurs, avec énormément d'illustrations, une maquette magnifique, avec une couverture épaisse, un petit peu à l'image des vieux livres. Donc ça s'intitule l'encyclopédie du merveilleux. Il y a l'encyclopédie consacrée aux bestiaires fantastiques et l'autre consacrée au peuple de la lumière, les elfes, les fées. Nous y reviendrons dans la deuxième heure. Ce sont des ouvrages qui ont été couronnés de succès du reste, hein ? Oui, j'étais ravi du succès de cette encyclopédie et notamment récemment aux Imaginales du Festival d'Épinal, l'encyclopédie a été primée 2 fois, d'une part avec le prix spécial du jury et d'autre part par le prix Claude Seignol de l'imagerie qui récompense des ouvrages traitant notamment du folklore et de la mythologie. Donc c'est une double récompense pour en fait une œuvre collective. Puisque dans ce livre, bien sûr, j'ai fait le texte, mais comme vous le disiez, il y a une collaboration avec des illustrateurs d'aujourd'hui qui ont retrouvé justement l'esprit de ces imagiers du Moyen-Âge qui montraient avoir justement ce monde merveilleux qui, par définition, est presque invisible. Alors, on va y revenir justement tout au long de cette émission. Vous commencez dans votre encyclopédie du merveilleux bestiaire fantastique par les dragons, à tout seigneur, tout honneur, je serais tenté de dire. Alors, les dragons, on les retrouve un petit peu partout, tout autour de la planète, dans différentes cultures d'ailleurs. Oui, en fait, le dragon, c'est peut-être l'animal fabuleux le plus connu, le plus célèbre à juste titre. Et en fait, il est aussi vieux que le monde. On dit presque, dans certaines mythologies, qu'il est antérieur au monde, que c'est lui qui a créé, en fait, le monde à partir du chaos originel. En tout cas, c'est le cas dans la mythologie grecque, où l'on voit très bien que ces dragons sont à l'origine des choses, et justement, seuls des héros comme Héraclès, par exemple, ou le géant Atlas peuvent se mesurer à eux, sinon, effectivement, les autres mortels ne peuvent pas. Il faut voir qu'il y a au moins deux types de dragons différents. Il y a le dragon que l'on connaît, le dragon européen, issu des mythologies et des légendes du Moyen-Âge, qui est plutôt une incarnation du mal, plutôt un être redoutable, connu pour sa cruauté. Et puis le dragon asiatique, le dragon chinois ou japonais, qui lui, au contraire, est une divinité. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, en Chine, au Japon, on vénère le dragon qui renaît au printemps parce que de lui vient la pluie, vient l'eau, et c'est grâce à lui que les rizières justement peuvent apporter justement le riz, et il est considéré justement lors du Nouvel An comme un animal sacré. Le dragon est doué de pensée, il a une intelligence qui lui est propre et c'est intellectuellement quelqu'un, je serais tenté de dire, de redoutable. Oui, bien sûr, parce que il a la connaissance originelle des choses, puisque en grande partie c'est lui qui a d'une certaine façon créé le monde, en tout cas dans le paganisme ancien c'est le cas, et il a une connaissance des choses secrètes et une connaissance des trésors. Justement, le dragon, c'est un grand amoureux de l'or, et l'or, qu'est-ce que l'or ? Ça peut être l'or matériel, ça peut être justement le trésor qu'il couve longuement. Un dragon peut garder pendant des siècles, voire des millénaires, un trésor, vous voyez. Et évidemment, il va foudroyer tous les
importants qui vont pouvoir le dérober son trésor, mais en même temps, symboliquement, on pourrait presque dire alchimiquement, en tout cas pour les alchimistes du passé, le dragon était une sorte de gardien du seuil, d'épreuve, si vous voulez, que le héros doit affronter pour atteindre justement un trésor immatériel, celui-ci, un trésor de sagesse. Ouais. Et justement, il a ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il est redoutable, mais en fait, il représente plus une épreuve qu'il s'agit de vaincre et de dépasser qu'une réelle incarnation du mal. Alors, il existe plusieurs types de dragons que vous avez recensés, comme comment dirais-je, un biologiste qui va étudier une race. Oui, bien sûr, parce que il faut savoir, c'est que jusqu'il y a très peu de temps, les zoologues, les savants, les voyageurs croyaient à l'existence des dragons comme à des espèces réelles. Et encore aujourd'hui, certains que l'on nomme des cryptozoologistes. Oui, absolument, des cryptozoologistes pensent que effectivement le dragon a été une espèce qui a disparu, qu'on pourrait assimiler à un dinosaure ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais toujours est-il qu'on a des descriptions fort précises, liées aux voyageurs des siècles passés, et qui nous montrent ces dragons comme des sortes de grands serpents composés de différentes parties, de différents animaux, et avec effectivement une puissance redoutable, des animaux de très très grande taille, de très très grande force. Et effectivement, pendant longtemps, on y a cru. Aujourd'hui, eh bien, on estime que c'est une créature purement surnaturelle, mais en fait, on ne sait pas. Ah, le doute reste, le doute persiste. Le doute persiste. En tout cas, c'est vrai que dans les différentes régions, on a des descriptions et des noms de dragons différents. À Metz, par exemple, c'est le Graouli. Dans le Pays Basque, il s'appelle Erensug. Dans le Poitou, on l'appelle Grand Goul. Vous voyez, il y a chaque fois un nom différent. La chimère, qui est aussi une sorte de dragon avec une tête de lion. Et ces dragons, ils ont des apparences différentes. Par exemple, les dragons anglo-saxons, parfois ont deux pattes. Et parfois ont des ailes, mais ils n'ont pas de pattes. Vous voyez, là aussi c'est la question de savoir si les ailes sont en fait les appendices donc des avant du dragon, qui sont comme un peu comme les oiseaux, qui sont en fait des ailes, ou s'il a en fait des deux pattes avant, deux pattes arrière et une paire d'ailes. Vous voyez, donc là aussi il y a différentes descriptions du dragon, et souvent d'ailleurs le dragon, comme le dragon chinois par exemple, est composé de toutes les espèces animales connues ou inconnues, ce qui fait qu'il devient une sorte de bête, de roi en fait de tous les animaux. Est-ce que tous les dragons crachent le feu ? Alors non, et d'ailleurs on a des doutes sur cette réalité du feu du dragon. En fait, il semblerait qu'il s'agisse davantage de son haleine, qui est une haleine excessivement chargée, je dirais, qui est une haleine empoisonnée, très fétide, et qui, par sa seule... en fait, il y aurait des sortes de suc à l'intérieur de son estomac, qui fait que son haleine est pestilentielle, et dès qu'il souffle, effectivement, cette haleine peut prendre feu à partir du moment où elle sort de sa gueule. Voilà. Mais par ailleurs, il y a des dragons qui sont relativement aimables et pas du tout dangereux. Par exemple, il y a un type de dragon anglais qu'on appelle le dragonfly, et c'est tout simplement une libellule. Le terme libellule en anglais se dit dragonfly, c'est-à-dire le dragon qui vole. Et en fait, c'est une sorte de dragonnet minuscule, parfaitement charmant, qui volait autour des fleurs, et puis lui, effectivement, ne crache pas le feu. Absolument pas. Alors, question, puisque vous avez laissé planer le doute quant à l'existence d'un dragon et que vous en êtes un spécialiste, que faut-il faire, à votre avis, lorsque l'on croise un dragon ? Alors, là, évidemment, c'est un cas très délicat, parce que le dragon étant très redoutable, eh bien, si vous avez la malchance de croiser un dragon qui est éveillé, parce qu'il faut savoir qu'il dort la plupart du temps. Un dragon peut dormir pendant des siècles, voire des millénaires. Ça vit très longtemps, hein. Oui, c'est immortel d'ailleurs. Oui. On peut dire pratiquement. C'est pratiquement immortel. Enfin, disons que il ne peut mourir que si on le tue. Oui. Il ne meurt pas de vieillesse. D'accord. Alors, il peut dormir pendant très très longtemps, mais il a le sommeil léger, puisqu'il est gardien. C'est le gardien des trésors essentiellement. Ce
Ce qui fait que si vous croisez un dragon endormi sur son trésor, au moindre bruit que vous ferez, eh bien, il va se réveiller et puis effectivement, vous lâchez son haleine empoisonnée et vous risquez de périr sur le coup. Alors, il faut soit le terrasser. Si vous êtes un héros élu avec une épée invincible, etc., vous pouvez toujours essayer de terrasser, comme on fait Siegfried dans la mythologie nordique et allemande, ou comme l'ont fait les saints pourfendeurs de dragons, comme Saint-Georges ou Saint-Michel. Par exemple. Ils ont de préférence le ventre, qui est la partie à la limite la plus malléable, la plus molle. Il ne tirera pas entière. Et oui, il a des écailles qui le protègent. Et voilà, donc il y a une partie, il y a juste à l'endroit du cœur que l'on peut à peu près essayer de le pourfendre. Sinon, il y a une autre méthode, c'est le baiser. C'est l'embrasser sur la gueule. Ah bon? Parce qu'il y a une vieille croyance remontant au Moyen-Âge qu'on appelle le fier baiser, qui consiste à embrasser l'animal monstrueux. Et lorsqu'on donne un baiser au dragon, eh bien, dans un certain nombre de cas, il se métamorphose en très belle fée, en très belle princesse, qui était enchantée, transformée en dragon. On peut toujours essayer, en tout cas. Là, il y a danger, quand même. Faut faire gaffe. Là, il y a danger, voilà. Là, quand même, faut être prudent. Édouard Brazé, continuons à découvrir les différents types de dragons. Et vous avez recensé parmi les dragons, moi, la dernière fois que j'en ai entendu parler de cet animal, c'est, je ne vous le cache pas, dans Harry Potter, le film qui parle du basilic. Alors, qu'est-ce que c'est que le basilic? Alors, le basilic, comme on le sait, c'est une plante, mais en l'occurrence là, il s'agit d'un petit dragon, ou plus exactement du roi des serpents au départ. C'est le basilic, ça vient du grec basilikos, le roi, ou du latin basileus, le roi aussi. Et donc c'est un serpent qui a une sorte de couronne sur la tête, vous voyez, des crêtes sur la tête qui lui font comme une couronne. Mais plus tard, au Moyen-Âge, on en a fait un animal qui avait en outre des pattes et des ergots de coq, et qui en fait était né d'un cocatrix. Vous savez ce que c'est qu'un cocatrix? Non, j'avoue mon ignorance. Alors le cocatrix, c'est l'œuf d'un coq âgé de 7 ans ou 14 ans qui a été couvé par un crapaud ou par un serpent. Alors c'est rare à obtenir, bien sûr, le cocatrix. Mais donc le basilic serait né de cet œuf-là, ou bien encore de l'union d'un coq et d'un crapaud. Alors, ce qui rend le basilic, qui par ailleurs est un petit animal, il doit faire 15 cm de long, pas plus, c'est son regard, parce qu'il a un regard qui foudroie. Et dès qu'il regarde quelque chose, ou une personne vivante, un animal ou un être humain, eh bien la victime est pétrifiée et meurt sur le coup à cause de ce regard. Et la seule façon de pouvoir se prémunir du regard foudroyant du basilic, c'est lui présenter un miroir. Parce que là, eh bien, il se contemple et son propre regard le tue. Comme la Gorgone, finalement. Voilà, comme la Gorgone. Mais souvent, vous savez, dans ces récits du folklore, des légendes et des contes, on retrouve les grandes mythologies, les grandes espèces, les grandes créatures de la mythologie, et qui en fait ont été sans doute colportées, pérennisées de siècle en siècle, au-delà de la mythologie, par justement ces recueils de contes qui ont été égrenés au fil des siècles. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Édouard Brazé est avec nous dans notre émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et ce dimanche soir, eh bien, nous naviguons dans le monde du merveilleux à travers l'encyclopédie dont Édouard Brazé, notre invité, est l'auteur, l'encyclopédie du merveilleux avec le bestiaire fantastique et les peuples de lumière. Nous allons parler dans la deuxième heure, par exemple, des elfes, des nains, des gobelins, des farfadets, des fées, bien entendu. Mais là, cette première heure, nous la consacrons au bestiaire fantastique. Nous avons parlé des dragons. On n'en a pas fini, Édouard Brazé, avec les dragons, parce qu'il y a différentes sortes de dragons. D'abord, vous avez même parlé des œufs de dragon. Le dragon est donc ovivipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs. Oui, il pond des œufs, et d'ailleurs l'œuf de dragon est connu, de même que d'ailleurs toutes les parties du corps du dragon sont connues pour avoir des qualités magiques et des qualités de guérison extrêmement fortes. Et c'est pour ça que les anciens, justement, en fait, faisaient commerce. Enfin, on trouve mention, notamment au Moyen-Âge, de commerces qui sont faits d'œufs de dragon, de cornes de dragon, de sang de dragon aussi, qui
qui ont des qualités justement. Alors généralement, ce sont des qualités qui permettent justement de combattre le poison. Et très souvent, ils sont utilisés comme ça pour en termes de guérison. Oui. Alors, les assimilés, comme je le disais précédemment, aux dragons sont nombreux. Et moi qui suis du signe du Capricorne, j'ai appris que je n'étais pas loin du dragon finalement, puisque le Capricorne est un dragon. Oui, c'est une sorte de dragon. C'est un animal hybride comme beaucoup d'animaux fabuleux, et en fait il est moitié chèvre, moitié poisson, et parfois moitié bouc, moitié dauphin. Ouais. Et en fait c'est une sorte effectivement de dragon, mais qui justement symbolise cette tension qui existe chez chacun d'entre nous, mais notamment chez les natifs du Capricorne dont vous êtes, entre justement une sorte d'élévation personnelle vers les hautes sphères, qu'il s'agit des sphères de la spiritualité ou les sphères de l'action, etc. Et puis une sorte de régression vers l'originel, vous voyez. Donc ce sont des personnes, et les Capricornes en l'occurrence, sont des sortes de dragons qui sont entre deux éléments, entre l'élément air et l'élément eau, ou entre l'élément terre et l'élément eau, et qui en font des êtres fascinants, mais un peu doubles. Oui. C'est vrai que je suis assez fascinant. Je plaisante. Je plaisante, Édouard Brazé. Alors, autre assimilé animal faisant partie de la famille des dragons, la gargouille. Oui, alors la gargouille, en fait, c'est un serpent d'eau, en fait, une sorte de dragon d'eau, parce que la plupart des dragons sont aquatiques, en fait. Ils sont assimilés à l'eau et donc à de grands serpents, et on parlera des serpents de mer, justement. Oui, alors, tout la à l'heure, gargouille, c'est un dragon qui se trouvait dans les eaux de la Seine, à Rouen, en 520, et qui était une sorte de long reptile avec une tête allongée, des écailles, une énorme mâchoire, et qui crachait des torrents d'eau qui ont donc ravagé la ville et les campagnes environnantes. Et donc, il s'agit d'un saint, comme très souvent dans les récits justement de dragons, on s'aperçoit que ce sont des saints chrétiens qui les ont donc éradiqués. En l'occurrence, là, il s'agissait de saint Romain qui donc est parvenu juste avec un signe de croix et avec son étole à dompter le dragon, cette gargouille, et donc elle ramenait à Rouen. Ouais. Et la gargouille, ensuite, on l'a trouvée justement au fronton des cathédrales. Et qui crachait l'eau. Et voilà, et c'est les gargouilles qui crachent l'eau, mais qui ont ces figures grimaçantes qu'avait donc la gargouille d'origine. Alors, allons nous balader un petit peu dans notre grand sud et relatez-nous cette histoire du drac de Beaucaire. Alors ça, c'est une histoire qui est très intéressante parce que elle est attestée dès le XIIIe siècle. Gervais de Tilbury en a parlé. Plus tard, donc c'est Frédéric Mistral qui a écrit un poème sur l'Oudrac. Et en fait, depuis, cette histoire est racontée par les différents conteurs, et du coup les conteurs du Sud notamment, et c'est devenu une légende, un conte traditionnel et populaire. Et en fait, voilà, à l'époque, il faut savoir que dans le Rhône, vivaient des dracs. Et dracs, c'était des dragons. Dragon vient de drac. Des dragons qui vivaient sous l'eau et qui se nourrissaient, hélas, de chair humaine. Et alors, pour attirer leurs victimes, ils faisaient paraître à la surface de l'eau du Rhône, eh bien, des merveilles. Ils faisaient apparaître des trésors, des pierres précieuses. Vous savez, quand vous regardez le Rhône, par certains avec une certaine inclination du soleil, vous voyez justement miroiter des choses. Oui. Eh bien, c'était les trésors du drac, des trésors illusoires, bien sûr, que faisait miroiter le drac. Et évidemment, les gens, les femmes qui allaient au lavoir, qui allaient laver leur linge, ou les enfants s'approchaient, rentraient dans le Rhône et voulaient attraper ces trésors, et ils tombaient dans le Rhône. Alors certains disaient qu'ils se noyaient, mais non, ils étaient tout simplement emportés par le drac, qui les dévorait et qui conservait leur graisse pour faire une sorte d'onguent. Et puis, on raconte que parfois, eh bien, il accordait grâce aux nourrices. Pourquoi ? Parce que les nourrices, eh bien, ils s'en servaient pour élever et nourrir leurs petits dracs, les petits enfants dracs. D'accord, ouais. Parce que les êtres de féerie, notamment les dracs, n'ont pas de lait, ne peuvent pas nourrir leurs propres enfants. D'accord. Alors la nourrice, notamment une nourrice qui était à Beaucaire, avait été justement enlevée par le drac, a élevé le petit drac pendant 7 ans,
Et au bout de 7 ans, elle était libérée pour revenir avec une récompense. Mais un jour, alors, elle avait soit mangé d'un pâté d'anguille, soit justement touché de cet onguent dont je vous parlais, et elle s'était effleuré l'un de ses yeux. Et c'était un onguent magique, une graisse magique qui permettait de voir l'invisible. Et donc, elle a pu voir l'invisible. Et quand elle est revenue à Beaucaire, quand elle est revenue parmi le monde des mortels, eh bien, elle avait cette vision invisible. Et un jour, au marché de Beaucaire, elle a pu voir le drac qui venait, qui volait des aliments, qui volait des poires, qui volait des pommes sur les étals. Elle l'a reconnu, elle est allée vers lui pour lui demander des nouvelles du petit drac qu'elle avait élevé. Et lui, voyant qu'elle avait la vision invisible... Parce que lui était en être humain, avait l'apparence d'un être humain. Il avait l'apparence d'un être humain, absolument. Mais elle a vu qu'il était drac. Voilà, parce qu'elle avait une vision magique. Oui. Donc, il s'est approché d'elle, il a repéré l'œil qui avait la vision magique, et il lui a crevé l'œil. Et depuis, eh bien, on dit que plus personne n'est revenu de chez les dracs pour les voir, et on ne sait pas si les dracs ont disparu ou s'ils continuent à commettre leurs méfaits en emportant les mortels sous l'eau. C'est très joli comme histoire. Et très triste en même temps. Ah, mais... complètement. Et alors... Souvent, les histoires comme ça ont un côté tragique. Vous savez, on dit qu'il s'agit d'histoires réservées aux enfants. Pas du tout. Ce sont des histoires qui ont longtemps effrayé les anciens. Ces histoires étaient racontées à la veillée et on avait peur et on avait plaisir d'avoir peur, bien sûr. Et alors, un autre monstre fascinant que peu de gens connaissent, c'est le kraken. Rien que le nom déjà, kraken, ça sonne, oui. Ça sonne terrifiant. Bien sûr. Alors le kraken, justement, il fait partie de ces nombreux monstres marins, serpents de mer. Et alors lui, le kraken, on l'appelle parfois la lacovie. La lacovie, c'est un autre terme. Et il s'agit d'un serpent de mer immense, énorme, qui se trouve en Scandinavie, vraiment dans les îles du nord de l'Europe. Il est tellement grand qu'on dit qu'il a 2 kilomètres de circonférence. Vous voyez, c'est énorme. Ah oui. Alors, il est tellement grand qu'il ressemble à une île, d'ailleurs. Et souvent, les marins s'y trompent, et en fait, quand ils voient une île nouvelle qui n'est pas répertoriée sur leur carte de géographie, eh bien, de fortes chances que ça soit un kraken. Il faut être très, très vigilant. Alors, certains, on trouve la description du kraken dans différents témoignages de marins, jusqu'à la fin du 19e siècle, on en trouve, mais également dans les bestiaires médiévaux. Et un de ces bestiaires dit que, en fait, il existe 2 spécimens du kraken. C'est souvent le cas, c'est un peu comme le léviathan qu'on voit dans la Bible. Oui. Souvent le cas de ces grands serpents de mer, il n'existe qu'un ou 2 exemplaires, un mâle et une femelle. Et en fait, ils sont immortels. Mais, alors, précise l'auteur dont j'ai retrouvé le texte, Dieu, dans sa grande mansuétude, a fait que les krakens ne mangent qu'une fois par an. Donc en fait... ça limite. Voilà. Mais quand ils mangent, parce qu'ils sont des animaux très très gros. Et alors, pour manger, ils mangent essentiellement... Bon, ils font des dégâts avec les bateaux, ils détruisent les bateaux, mais ils se nourrissent de poissons. Et savez-vous comment ils attirent les poissons qu'ils veulent dévorer? Non. Eh bien, avec leurs excréments. Et ces excréments dégagent une odeur suave, si suave que les poissons sont attirés, et que le kraken n'a qu'à ouvrir la bouche et à dévorer tous les poissons qui se précipitent. Il vaut mieux que ce soit ça. Il vaut mieux que ce soit les poissons qui y passent. Voilà. Si vous permettez. Et alors, le serpent de mer est également une déclinaison du dragon. C'est un cousin éloigné, mais ça reste dans la même catégorie. Voilà. Simplement, il est purement marin, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ailes, contrairement aux autres dragons. Oui. Mais il est tout aussi redoutable. Et là encore, de nombreux récits de marins, y compris des récits assez récents, eh bien, attestent l'existence de ce serpent de mer. Mais en même temps, comme aucun naturaliste n'a jamais pu en observer un de près, et on n'a pas, à ma connaissance, de photographie ou même d'espèces de dragons de mer, eh bien, on imagine qu'il est imaginaire. Tout simplement, ils sont si rares ou ils savent si bien se cacher qu'effectivement, on ne les voit pas. Il y a une autre raison aussi aujourd'hui, c'est que à cause de la pollution des mers et des océans, et aussi à cause de l'augmentation de la navigation maritime, eh bien, les serpents de mer ont peu à peu disparu. Et ils vont dans les abysses pour se cacher, comme les animaux des fonds des mers gigantesques, comme par exemple la sèche géante ou le poulpe géant, par exemple. Voilà. Et donc, ce sont des animaux des grands fonds et qui ne
remontent à la surface que très rarement et dans des occasions très précises, souvent par temps d'orage, etc. Et donc, eh bien, les naufragés, parce que souvent leur apparition est liée à des naufrages, les naufragés par définition ne sont plus là le plus souvent pour raconter ce qu'ils ont vu, et quand ils reviennent, lorsqu'ils survivent, eh bien, on met leur description sur le compte du choc qu'ils ont reçu, et on ne les croit pas. Et alors, dans la catégorie également de ces serpents de mer ou lointain cousinage des dragons, on peut citer Nessie du Loch Ness, évidemment, dont on ne sait pas si elle existe encore ou pas, d'ailleurs. Mais enfin, ça reste une des questions intéressantes concernant le Loch Ness en Écosse. Voilà, et c'est vrai que alors là où il y a eu des témoignages nombreux, il y a eu des photographies qui ont été prises, mais enfin qui sont toutes sujettes à caution. Et là, on ne sait pas si Nessie, le fameux monstre du Loch Ness, est une affabulation des Écossais ou des gargotes qui se sont, ou des commerces qui se sont implantés. Voilà, qui ont tout intérêt à entretenir le mythe. À entretenir le mythe, ou s'il s'agit effectivement d'une espèce, comme le supposent plusieurs cryptozoologistes, qui serait une espèce en voie de disparition très très ancienne et qui resterait tout au fond justement du lac du Loch Ness. Mais également on trouve dans d'autres lacs d'Écosse d'autres monstres moins connus que Nessie, mais qui seraient de la même origine. Ouais. Pour conclure ce chapitre dragon, avant de continuer la revue du bestiaire fantastique, on parlera du cerbère, du loup-garou, on parlera de la poule noire aussi. J'ai découvert qu'elle recelait un secret très intéressant, le griffon, l'hippogriffe ou le sphinx par exemple. Parlons de l'hydre, qui est quand même un dragon des plus célèbres. Oui, bien sûr. Alors l'hydre, c'est un dragon qui est pourvu de plusieurs têtes. Alors il y en a souvent 7 ou 9. Alors le problème, c'est que lorsque on veut couper une des têtes de l'hydre, eh bien elle repousse instantanément. Et donc il faut, comme est arrivé à le faire encore une fois Héraclès, il faut couper les 7 ou les 9 têtes en même temps. Donc ce qui demande une grande prouesse. Et donc seul Héraclès a parvenu à le faire. Et ensuite, il s'est servi du sang, donc l'animal terrassé, pour ses flèches, pour en faire, parce que c'est un sang empoisonné. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là aussi, cet hydre à plusieurs têtes a donné naissance dans les contes populaires à un monstre, justement, qui est le monstre à 7 têtes, la bête à 7 têtes, et que l'on retrouve très souvent dans les contes. Et là encore, le héros doit couper toutes les têtes en même temps. Et dans certains contes, il doit rapporter non seulement la tête, mais surtout la langue. Parce qu'il y a un conte où, effectivement, le héros coupe les têtes de l'animal, mais un usurpateur lui vole les têtes. Mais lui, heureusement, avait coupé les langues. Et donc, eh bien, il a pu faire preuve que c'était lui le véritable chasseur de monstres. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le loup-garou, les chupacabras, le cerbère, la poule noire, la licorne, le cheval des fées, les griffons, l'hippogriffe, que sais-je encore. Nous allons parler de ces animaux mythiques, peut-être réels, on ne sait pas, avec Édouard Brazé qui est l'auteur de 2 très beaux livres des encyclopédies du merveilleux. On parlera tout à l'heure de la deuxième partie de l'encyclopédie du merveilleux, les peuples de la lumière avec les elfes, les fées, les gobelins, etc. Mais là, nous sommes dans le bestiaire. Et alors, Édouard Brazé, évidemment, dans le chapitre des chiens, ou assimilés aux chiens, on va dire, le loup-garou est totalement incontournable. Oui, le loup-garou a longtemps effrayé parce que c'est un loup, mais en même temps c'est un homme, donc un homme qui se métamorphose à certains moments en loup, généralement en nuit de pleine lune. Et donc il devient loup et il commet toutes les exactions possibles. Par exemple, sous Louis XIV, la fameuse affaire qui a fait tant de bruit, la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan, on ne savait pas trop à l'époque qu'il s'agissait d'un loup gigantesque ou bien d'un loup-garou. Et longtemps, on a pensé qu'il s'agissait justement d'un loup-garou qui s'appelait Antoine Chastel et qui a été suspecté d'être de se métamorphoser en bête du Gévaudan. Et alors nos différentes provinces ont toutes leurs croyances
un loup-garou. Et ce loup-garou, selon les endroits, selon les lieux, il a un nom différent. On peut l'appeler Galipote, ou Bête Saramine, ou Pirette, ou Bisclaveret. Par exemple, en Bretagne, on l'appelle Bisclaveret, et ça donnait lieu à un fameux lait de Marie de France qui raconte justement l'histoire d'un loup-garou. Et alors, ce loup-garou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se métamorphose donc en bête certaines nuits, Oui. mais il n'a pas forcément, lorsqu'il redevient un mortel, il n'a pas forcément souvenir. Oui, de tout ce qu'il a fait. Voilà, de tout ce qu'il a fait. En revanche, s'il reçoit une blessure lorsqu'il est en état de loup, il la conserve à son état, lorsqu'il est en état de mortel, en état d'homme. Ouais. Voilà. Et donc, il existe plusieurs récits mettant en scène des loups-garous, ou des louves-garous. Ah, ça existe aussi des louves-garous? Ah oui. Bien sûr. Ou les galipotes, par exemple, sont des formes de louves-garous. Et donc, il y a un cas où, par exemple, un seigneur, avait dans la forêt à côté de chez lui, de son château, un loup-garou qui vraiment semait le désordre, mangeait les moutons, etc. Et donc, finalement, un de ses chasseurs est parvenu à lui couper la patte lorsqu'il était sous forme de loup-garou. Ouais. Et a rapporté la patte, donc, à son seigneur. Et le seigneur a voulu aller trouver sa femme pour lui montrer la patte du loup-garou, et sa femme avait la main coupée. Et c'est là qu'il s'est aperçu que, en fait, sa femme était la louve-garou, et donc il l'a fait mettre à mort. Ouais. Là encore, une histoire et alors, tragique. Comment peut-on devenir loup-garou? C'est uniquement en étant blessé par un autre loup-garou? Alors non, il y a différents... Alors déjà, les sorciers peuvent devenir loup-garou en faisant allégeance avec le diable. Bien sûr, oui. Et oui, alors sinon il y a des humains, des êtres humains qui sont prédestinés à devenir des loups-garous. Alors cela peut être alors certains qui ont été mordus par un loup-garou. Ça peut être aussi, alors à l'époque on disait que ça pouvait être les enfants, les enfants nés de l'union interdite, par exemple entre un prêtre et une moniale. D'accord. Ou bien les rouquins qui étaient considérés à l'époque comme des suppôts du diable. Les pauvres. Oui, ou alors vous savez les gens qui ont, mais on dit la même chose pour les vampires, les personnes qui ont les sourcils très rapprochés, dont les sourcils font une seule ligne, ou bien ceux qui ont une sorte de fourrure dans la paume de la main et qui sont prédestinés à devenir des loups-garous, ou ceux qui sont nés une nuit de pleine lune. Enfin, il y a 1000 superstitions qui tendaient à... Cela dit, il faut savoir qu'il y a eu au Moyen-Âge et à la Renaissance des procès en garrouage, des procès de loups-garous, et donc des gens ont été sans doute de pauvres êtres qui ont dû être condamnés à cause d'une infirmité qu'ils avaient, oui. Voilà, et c'est vrai, il est vrai que durant les grandes périodes de famine, eh bien certains êtres frustres qui vivaient dans la forêt, ont été réduits à dévorer des enfants, à manger de la chair humaine, et étaient considérés non pas comme des ogres, mais comme des loups-garous, et ont été brûlés comme sorciers à cause de cela. Ouais. Alors parlons du Cerbère, ce célèbre chien que l'on a vu dans Harry Potter encore. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant Harry Potter, parce que l'on voit différentes créatures qui existent dans le légendaire traditionnel et qui ont été repris fort habilement justement par l'auteur. Le griffon, par exemple, c'est fabuleux. Voilà. Oui. L'hippogriffe, etc. Alors le Cerbère, au départ, c'est le gardien des enfers. On l'appelle le chien d'Hadès parce que c'est lui qui garde les enfers au bord du Styx. Et alors, il a plusieurs têtes. Alors Virgile dit qu'il a 3 têtes, Hésiode dit qu'il en a 50 et Horace dit qu'il en a 100. En tout cas, il a une mâchoire, il a des mâchoires excessivement tranchantes, et il est le fils d'Échidna, c'est-à-dire la vipère, et de Typhon. Et alors, donc, lorsque les défunts dans la mythologie grecque veulent aller donc dans les enfers, traverser le Styx, ils doivent se munir du gâteau de miel pour offrir à Cerbère. Un gâteau de miel, voilà, c'est ça. Un gâteau de miel, voilà. Et c'est ce qui permet donc de franchir le Styx. Mais en revanche, eh bien, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et c'est le rôle d'ailleurs de Cerbère, c'est d'effrayer les défunts pour les empêcher de quitter les enfers.
Cerbère. Sinon, évidemment, les défunts reviendraient sur Terre. Évidemment. À ce moment. Ouais. Et seuls certains héros de la mythologie grecque sont parvenus justement à endormir la vigilance de Cerbère pour revenir des enfers. Comme Orphée, par exemple. C'est le cas d'Orphée. Alors lui, Bien grâce sûr. à sa musique, ou c'est le cas de Thésée également, qui a utilisé justement le fameux gâteau au miel dont raffole le chien Cerbère. Ouais. Alors là, on va être à la frontière de la réalité et du monde imaginaire en parlant, eh bien ma foi, d'un dossier sur lequel certains scientifiques se posent des questions quand même. On est en Amérique du Sud et le chupacabras est là-bas quelque chose de connu. Oui, bien sûr. Alors ça fait partie justement des animaux fabuleux modernes, puisque le chupacabras son existence est attestée depuis les années 70 et surtout depuis 1995. Donc c'est tout récent. Et alors on l'aurait vu au Mexique, à Porto Rico, en Floride, au Texas, au Chili. Et en fait, c'est une sorte de fauve hybride, là encore. Et donc, il est à la fois entre le kangourou et le chien sauvage. Et il n'est pas très grand, mais il est très dangereux parce que c'est un vampire. C'est un animal vampire. Et en fait, eh bien, avec ses longues dents effilées, eh bien, il suce le sang de ses victimes, essentiellement du bétail. Et il y a eu des épidémies, justement, de bétail comme ça, vidé de son sang. Dans l'Amérique centrale, ils en parlent encore, hein, ils trouvent encore des cadavres d'animaux vidés de leur sang de manière tout à fait inexplicable. Et c'est là où on parle encore de nos jours du chupacabras. Voilà, on en parle. Et alors, évidemment, comme ça n'a pas été résolu, qu'on n'a pas trouvé l'animal en question, alors on hésite entre justement un animal réel qui aurait ses facultés donc de sucer le sang des victimes, et puis la légende, une sorte de légende contemporaine qui prendrait le relais des anciennes légendes comme le loup-garou ou d'autres. Et certains vont même plus loin, ils pensent que en fait le chupacabras serait le produit de manipulation génétique, conduite peut-être avec la complicité du gouvernement américain. D'autres disent que c'est un animal d'origine extraterrestre et que justement il viendrait pour prendre possession justement de la Terre, et en essaimant à partir de l'Amérique du Sud. Alors voilà, il s'agit là encore d'un mystère, d'une énigme qui sera peut-être résolue dans les années à venir, ou bien qui restera à l'état de légende. Édouard Brazé, dans Les Aventuriers de l'étrange, passons à un autre animal que l'on connaît très très bien, qui nous est très proche, mais qui peut être parfois inquiétant, qui trimballe, si vous me permettez l'expression, de sacrées casseroles depuis des siècles, ce pauvre animal. Il s'agit du chat. Le chat est chargé de symboles, de légendes. La pauvre bête n'a pas toujours été à la fête, hein. Oui, c'est vrai. Alors, notamment, c'est vrai, par exemple, dans l'Égypte antique, le chat était vénéré comme un animal sacré. La déesse Bastet était une déesse à tête de chat, et il y a différentes cultures dans lesquelles le chat était considéré comme un animal sacré. Mais en Europe, et notamment durant le Moyen-Âge, le chat était un animal sorcier. Et à ce titre, on en avait peur. On estimait que c'était le compagnon favori de la sorcière et que c'était même le démon incarné. Et à ce titre, il y a même eu des procès de chats, c'est-à-dire que les chats étaient jugés et puis parfois ils étaient justement sacrifiés comme les sorciers et sorcières sur les bûchers, et ces pauvres bêtes, on leur faisait subir 1000 sévices. Évidemment, ils ne pouvaient pas se défendre, bien qu'ils aient des avocats. Ils avaient des avocats, comme tout prévenu. Généralement, ils finissaient mal. Et il y a différentes légendes très 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 intéressantes, très curieuses, liées au chat. Justement, donnez-nous une recette, un moyen pour avoir le trésor du diable qui, comme on sait évidemment, se transforme en chat noir. Voilà. Alors, il faut savoir bien sûr que très souvent, alors c'est ce qu'on croyait en tout cas dans les provinces très marquées par la sorcellerie, c'est que le diable prenait souvent l'apparence d'un chat noir. Et il apparaissait notamment, parce que le diable apparaît, ou le chat noir apparaissait, dans les carrefours et à minuit précise. Donc, il fallait se rendre justement à cette heure de minuit dans un carrefour, et là passer un pacte avec le diable sous forme de chat pour obtenir son trésor.
D'accord. Donc là encore, c'est quelque chose de très très précis. Mais il y avait une autre façon d'obtenir le trésor du diable, le trésor du chat noir, sans pour autant vendre son âme, parce qu'évidemment, c'est un peu gênant après, pour l'éternité, d'être en enfer avec le diable. Alors pour cela, il fallait quand même quelques préparatifs. Ouais. Il fallait notamment apporter avec soi une poule blanche, mais vraiment uniformément blanche, sans aucune tache, Ouais. ainsi que de l'herbe d'or. Alors l'herbe d'or, c'est une herbe magique qu'il faut savoir trouver, on la trouve notamment en Bretagne. Mhm. C'est une herbe qui permet de comprendre le langage des animaux. D'accord. Et alors, lorsque au carrefour, à minuit, on voyait apparaître le chat noir, on lâche la poule, et donc le chat noir se met à courir. Évidemment, son instinct de chat est plus fort que l'instinct de diable, il court après la poule pour la dévorer, et à ce moment-là, grâce à l'herbe d'or, on comprend les paroles du chat noir et de la poule. Et à ce moment-là, le chat noir révèle l'endroit où se trouve son trésor, et on n'a qu'à creuser et partir avec le trésor sans avoir faire de pacte avec le diable. Ah, ce qui est pas mal quand même. Voilà. Ouais. Mais enfin, attention, vous qui nous écoutez, si vous avez un magnifique chat noir, ne lui faites pas subir ce genre de choses, le pauvre. Alors on disait aussi d'ailleurs qu'on les appelait les matagos. Les matagos. Les matagos, Ouais. et on les appelait aussi les chats d'argent ou les chats d'or, parce qu'on disait qu'ils allaient, durant les nuits de sabbat, ils allaient justement dans ces fameux carrefours où se trouvait le diable, pour rapporter justement de l'argent, et on parle même de certains riches personnages qui auraient dû leur fortune à des matagos qu'ils auraient envoyés justement chercher l'argent du diable. Oui, bien entendu. Édouard Brazé, vous allez nous révéler le secret de la poule noire, alors que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans votre bestiaire, dans votre encyclopédie du merveilleux, dans ce bestiaire du fantastique. On parlera également d'animaux qui fascinent, la licorne, Pégase également, le griffon, l'hippogriffe, ce sont autant d'animaux qui existent. Peut-être, ça, on ne le sait pas. Vous nous direz d'ailleurs peut-être, Édouard Brazé, comment, sans doute un jour, en croiser, si vous le savez. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Édouard Brazé est en notre compagnie, c'est notre guide dans ce monde du merveilleux, ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Un petit peu de légèreté et d'imaginaire pour découvrir des mondes tout à fait étonnants. Celui de la licorne, celui du griffon que nous allons découvrir dans quelques minutes avec lui. Nous parlerons du sphinx également. Mais pour commencer, après cette dernière pause, nous parlerons du peuple des Lumières, des elfes, des fées, des farfadets, des gobelins, des nains. Alors, Édouard Brazé, la poule noire, je ne le savais pas, et n'est pas un animal comme les autres. Non, comme tous les animaux d'ailleurs de couleur noire, Oui. eh bien au Moyen-Âge ou dans le monde de la sorcellerie, on pensait que c'était des animaux magiques, des animaux sorciers, et encore une fois des animaux assimilés au diable, comme le chat dont on a parlé tout à l'heure. Alors cette poule noire, là encore, c'est un moyen pour ceux qui parviennent à avoir cette poule noire d'obtenir des trésors diaboliques. Et alors pour cela, il faut une poule uniformément noire qui n'est jamais pondue et qui n'a été approchée par aucun coq. D'accord. Et là, il faut la prendre, mais il faut faire très attention. Il faut attendre qu'elle dorme profondément. Il faut la prendre et ensuite aller avec elle vers un carrefour, parce que c'est là où l'on a rendez-vous avec le diable. Encore un carrefour, hein? Encore un carrefour. Ouais. Mais là, il faut la prendre par le cou, vous voyez, et juste la serrer pour qu'elle ne fasse aucun bruit, pour qu'elle ne chante pas, qu'elle ne fasse rien. Et à ce moment-là, lorsqu'on est au carrefour avec la poule noire, eh bien, il faut prendre une baguette de cyprès et faire un grand rond magique autour de soi. C'est un cercle de protection. Attention, il faut vraiment, là, il faut être déjà un sorcier expérimenté parce que ça devient difficile et délicat. Ouais. Et là, à minuit sonnant, lorsque vous êtes au milieu de votre cercle magique, il faut que vous preniez une dague là encore qui ait été bénie, qui ait été préparée, et vous fendez le corps de la poule en deux. Alors, évidemment, il faut avoir le cran de le faire. Et la pauvre poule, à ce moment-là, effectivement, crie lorsque vous la ouvrez en deux. Et à ce moment-là, on dit que un démon, un diable surgit
habillé avec un habit écarlate, une veste, une culotte, très effrayant d'apparence, mais en même temps très élégant, et ressemblant à une sorte de monstre, et il vous demande ce que vous voulez, et vous avez ce démon en face de vous qui est votre valet. Ah vous bon? pouvez lui demander ce que vous voulez. Alors vous pouvez lui demander des trésors, de l'or, ou bien d'effectuer tout ce que vous désirez qu'il fasse pour vous. D'accord. Voilà. Alors donc ça c'est un des rituels. D'autres fois on peut simplement aller toujours le même rendez-vous au carrefour avec la poule à minuit, et on dit simplement qui veut acheter ma poule noire, et le diable apparaît et veut acheter la poule noire parce que c'est un animal qui lui plaît beaucoup, mais il essaie de marchander le prix. Oui, évidemment. Voilà. Ouais. Et donc vous pouvez marchander avec lui, mais faites attention parce que bien sûr vous aurez eu soin de tracer le cercle magique. Ah oui, de protection, évidemment. De protection. Oui. Et alors une fois que vous êtes arrivé à un prix avec le diable, il faut absolument qu'il jette les pièces d'or à l'intérieur du cercle, parce que sinon s'il les jette à l'extérieur, eh bien ça se transforme en feuilles mortes ou en charbon, en n'importe quoi. D'accord. Là encore, il faut connaître d'une façon très précise. Et vous savez, il existe des grimoires dont certains sont d'ailleurs réédités, qui rapportent tous ces rituels de sorcellerie. Et l'un d'entre eux d'ailleurs s'appelle justement la poule noire. Alors le sous-titre c'est la poule noire ou la poule aux œufs d'or, parce qu'en fait c'est ça, cette poule, elle permet d'avoir la richesse. Évidemment. Voilà, et donc le titre complet, je vous le donne parce qu'il est très poétique, la poule noire ou la poule aux œufs d'or, avec la science des talismans et des anneaux magiques, l'art de la nécromancie et de la cabale, pour conjurer les esprits infernaux, les sylphes, les ondins, les gnomes, acquérir la connaissance des sciences secrètes, découvrir les trésors et obtenir le pouvoir de commander à tous les êtres et déjouer tous les maléfices. Tout un programme, n'est-ce pas? Et ce manuscrit existe, hein? Je veux dire, c'est pas... Oui, bien sûr. Il existe aussi le Grand et le Petit Albert, le Dragon Rouge. Tous ces livres sont des recueils de sorcellerie et en fait il y a différents rituels que l'on peut assez risquer, je le précise, essayer de mener à bien pour justement contacter les démons infernaux. Alors quittons ces régions infernales quand même et voguons vers quelque chose de plus aérien, de plus léger et de plus pur, je serais tenté de dire, avec un cheval magnifique, la licorne. Oui, alors la licorne, là aussi, c'est, je dirais, sans doute après le dragon, l'animal fabuleux le plus justement célèbre. Alors la licorne, on sait tous qu'il s'agit d'une sorte de cheval, mais uniformément blanc, avec une longue corne unique et torsadée qu'il a au milieu du front. Et cette corne est très très longue et elle a des pouvoirs magiques. Et la licorne est un symbole alors de pureté, d'innocence, de grâce, et en même temps, elle a ce pouvoir de guérison, ce pouvoir également aphrodisiaque lié à sa corne. Et les anciens qui croyaient à l'existence de la licorne, aujourd'hui, on les croit plus guère parce qu'on ne les voit plus, parce qu'elles ont été progressivement éradiquées, c'est des espèces qui ont disparu. Eh bien, les anciens conservaient les cornes de licorne, en tiraient une poudre, et cette poudre permettait, par exemple, jeter dans des plats, d'enlever les poisons qu'ils pouvaient contenir. Ils pouvaient guérir de différentes maladies, ils pouvaient également servir l'aphrodisiaque. Et alors, c'était très très difficile de chasser la licorne, parce que sous cette apparence de très belle animal, très pure, la licorne pouvait être très cruelle. Et lorsqu'on la chassait, eh bien, elle se précipitait, pourfendait le chasseur trop téméraire. Et la seule façon, vous connaissez la seule façon qu'il y avait d'approcher une licorne? Ah non, non. Eh bien, il fallait donc qu'une jeune fille, elle-même pure, elle-même vierge, elle-même parfaitement pleine de grâce et d'innocence, donc j'imagine, voilà, reste dans la forêt. Et là, la licorne, attirée par l'innocence de la jeune fille, venait et posait sa tête sur les genoux de la jeune fille qui la caressait. Et là, c'est bien, il y avait les chasseurs de licornes qui étaient cachés dans l'arbre au-dessus, par exemple, et qui fondaient sur la licorne et qui la tuaient. Ouais. Alors, dans le même registre que la licorne, il y a Pégase, ce célèbre et mythique cheval ailé. Voilà, alors le fameux Pégase... C'est le cheval des fées, c'est ça?
Alors, il y a différents cheval fée ou cheval des fées. Pégase en est un. Là aussi, c'est un cheval ailé, parfaitement blanc, qui est aussi rapide que le vent. En fait, il est né du sang répandu par la tête de Méduse. Vous voyez, donc il a été tranché par Persée. Donc souvent, dans les mythologies, dans les contes, eh bien, d'un monstre peut naître un animal presque angélique, tel que Pégase. Alors, selon le mythe, eh bien, on dit que c'était un jeune héros, Bellérophon, qui était le seul qui pouvait, grâce à un mors d'or pur et des brides magiques, chevaucher Pégase, et grâce à lui, il pouvait parcourir le monde, et il a pu, justement, grâce à Pégase, tuer la chimère, et donc, voilà, commettre différents exploits. Les chevaux fées, il y a aussi le cheval Bayard, il y a le cheval Malais, il y a le cheval Gauvin, qui sont autant de chevaux fabuleux, qui tantôt sont des chevaux ailés, tantôt sont des chevaux qui n'ont pas d'ailes, mais qui courent extrêmement vite. Et lorsqu'on parvient à s'en faire une monture, évidemment, comme le cheval Bayard, par exemple, eh bien, on peut vaincre tous les ennemis, parce que lorsqu'on s'enfuit, eh bien, on s'enfuit très très vite, et bien, lorsqu'on pourchasse au contraire les ennemis, on peut les pourchasser et les rattraper très très vite. Donc c'est des animaux fabuleux qui étaient considérés comme des chevaux fées, fée étant en l'occurrence l'adjectif pour désigner un être, une créature d'origine surnaturelle. Ouais. Nous allons conclure avec deux animaux, le griffon et le sphinx. Le griffon que l'on a vu encore dans Harry Potter, qui devient décidément une référence, ou plutôt que Harry Potter se réfère à tous ces animaux mythologiques. Le griffon est un animal particulier, mi-ailé, mi-rapace, avec un corps bizarre. C'est plutôt un lion ailé, voilà, un lion avec des ailes, mais avec une tête et des ailes d'aigle, des oreilles de cheval. Donc le griffon, et d'ailleurs c'est un animal qui était considéré comme très noble, et qu'on voit très souvent sur les armoiries médiévales, dans les chevaliers, etc. Alors le griffon, il est intéressant parce que c'est un animal qui est monogame, très fidèle. Et la femelle, la griffonne, elle pond ses œufs dans une grotte. Alors Hildegarde de Bingen, qui est une sainte du Moyen-Âge, qui est connue pour avoir laissé des compositions musicales absolument magnifiques, qu'on a retrouvées, qu'on écoute encore aujourd'hui, et également des traités de médecine et sur la nature, des choses absolument merveilleuses. Elle a écrit sur les griffons ? Elle rapporte, oui, que la femelle pond ses œufs dans une grotte et elle monte la garde à côté de la grotte pour préserver les enfants griffons du lion des montagnes, qui est justement le prédateur du griffon. Ouais. Alors les nids des griffons là aussi sont très recherchés parce que on dit qu'ils sont remplis de pierres précieuses et d'or. Alors là aussi les voleurs cherchent à se procurer ces trésors, mais heureusement la femelle griffon est là qui veille et qui empêche justement que les œufs de griffon et que les pierres précieuses soient dérobées. Bien entendu. Et l'hippogriffe, c'est un croisement, hein ? Voilà, alors en fait c'est le croisement d'un griffon et une jument, et donc l'hippogriffe, l'apparence d'un cheval volant avec une tête et des ailes d'aigle. Ouais, et là encore l'hippogriffe, on en voit un excellent spécimen dans Harry Potter. Oui. C'est l'hippogriffe et pas le griffon, exact. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et l'hippogriffe, c'est un peu comme Pégase. C'est un destrier fabuleux lorsque vous parvenez à chevaucher un hippogriffe. Mais encore faut-il le pouvoir. Il faut qu'il vous laisse monter sur lui. Son dos, oui, tout à fait. Lorsqu'on est sur un hippogriffe, eh bien, on peut traverser les airs. Et alors, il y a de nombreux romans ou récits médiévaux, par exemple, ne serait-ce que le Roland Furieux de Larios, au XVIe siècle, où l'on voit un magicien qui chevauche un hippogriffe et qui survole la terre, comme ça, et qui voit tout d'en haut. Donc, il y a différents récits où on voit comme ça des hippogriffes qui sont des montures merveilleuses. Alors, finissons ce tour du bestiaire, certes incomplet évidemment. Là, il faut se plonger dans votre encyclopédie du merveilleux, dans ce bestiaire du fantastique. Très beau livre d'ailleurs. C'est peut-être un peu tard parce que ce dimanche soir la fête des pères est passée, mais peut-être demain ou après-demain lui offrir, s'il aime les animaux fantastiques, cette encyclopédie. Vous allez voir, vous allez passer de très
très très belle soirée à découvrir un monde à mi-chemin entre la réalité peut-être et l'imaginaire sûrement. Le sphinx, évidemment, qui est un animal ô combien mythique et présent dans nos légendes. Oui, alors le sphinx, en fait, il y a deux types de sphinx. Hein. Il y a le sphinx grec et le sphinx égyptien. Ouais. Le sphinx grec, il a une tête humaine et des ailes d'aigle. D'accord. Et en fait, le sphinx ou la singe, qui est donc la femelle du sphinx, le plus connu, est celui qui est le sphinx de Thèbes. Et en fait, c'était Héra, la déesse Héra, qui avait donc placé ce sphinx devant la ville de Thèbes pour effrayer les habitants de Thèbes et donc les visiteurs, parce qu'évidemment, il posait une énigme. Et cette énigme, si le visiteur n'était pas capable de la deviner, de trouver la solution de l'énigme, il était dévoré par le sphinx. Ouais. Et seul Oedipe, qui était lui-même, et l'ignorait à ce moment-là, le fils du roi de Thèbes, a su donc résoudre cette énigme. La fameuse énigme, vous la connaissez bien sûr. Quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi et sur trois pattes le soir? Oui, c'est l'homme, évidemment. C'est l'homme, voilà. À quatre pattes et ensuite à deux pattes pour marcher normalement et à trois pattes avec la canne quand il est fatigué le soir. Voilà, c'est ça. Et donc, il a su résoudre. Et le sphinx, donc, de dépit, s'est précipité du haut de la falaise et est mort. Et ce qui n'a pas empêché Oedipe, justement, d'être le meurtrier de son père et d'épouser sa mère. Voilà, c'est ça. Complexe, évidemment. depuis le complexe du même nom et qui nous poursuit tous. Ouais. Quant au sphinx d'Égypte, c'est un sphinx qui n'a pas d'ailes. Et là encore, le plus célèbre, c'est le sphinx de Gizeh, au Caire, à côté donc des fameuses pyramides. Ouais. Et ce sphinx, là aussi, est l'incarnation du mystère, de l'énigme, du secret. C'est un gardien encore, hein? C'est un gardien. Comme le dragon, finalement, oui. Et c'est un gardien qui conserve un secret, mais qui nous est sans doute interdit. Et là aussi, je crois que le jour où on saura décrypter le secret du sphinx, c'est-à-dire on aura peut-être la clé pour rentrer réellement dans cet univers merveilleux qui nous est quand même en large partie encore secret et très mystérieux. Alors, nous allons passer maintenant cette deuxième heure ensemble. Vous allez toujours nous servir de guide pour partir cette fois-ci à la découverte non pas d'animaux, mais j'allais dire d'êtres humains. Mais ils sont pas, si, ils ont un côté humain, mais un côté fantastique, puisqu'on peut pas dire qu'un elfe soit un être humain. Qu'en pensez-vous, Édouard Brazé? Oui, ce sont je dirais que dans le monde merveilleux, excusez-moi. Oui. Les humains forment une catégorie d'êtres vivants, mais parmi d'autres, il y a les nains, il y a les sirènes et les ondines, il y a les elfes, il y a les fées, il y a les trolls, il y a les gobelins. Voilà. Et donc l'être humain n'est qu'une espèce parmi d'autres. Bon. Simplement, cette espèce, avec le temps, est devenue une espèce dominante, et même prédominante, et les autres espèces ont progressivement disparu, sont rentrées dans l'invisibilité, sont rentrées dans la légende et le conte, au point qu'aujourd'hui, certains prétendent qu'elles n'ont jamais existé. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, ce soir, nous avons changé d'univers. Nous voguons dans un univers un petit peu parallèle au nôtre. Nos deux univers se croisent avec cet univers merveilleux, parce que des fois, Édouard Brazé, qui en est le spécialiste, va peut-être nous le confirmer. Il peut nous arriver, Édouard Brazé, vous qui êtes un spécialiste, de croiser un elfe sans le savoir, ou une fée, par exemple. Oui, alors personnellement, je n'ai jamais croisé directement une fée, mais j'ai vu une photographie de fée. Et cette photographie, elle avait été prise par un ethnobotaniste. Il en a pris une seule dans toute sa carrière. Oui. Il s'agissait d'une petite fée, un petit personnage féminin qui était très très visible dans la photographie qu'il m'a montrée. Dans une fleur, c'est ça? Dans un bourgeon terminal de marronnier. Oui. Alors évidemment c'était minuscule, il a fallu l'agrandissement photographique pour voir, mais effectivement c'est frappant. Alors on peut dire soit c'est une forme comme ça telle qu'il existe, il en existe dans la nature, et par hasard qui ressemble à une silhouette féminine, mais en l'occurrence elle est tellement précise, on dirait un tableau excessivement fin,
Et j'avoue que c'est très surprenant. Et j'ai rencontré au fil de mes recherches, au fil des rencontres que j'ai pu faire, plusieurs personnes qui m'ont dit, et je les crois dignes de foi, avoir rencontré, mais très rarement bien sûr, de façon exceptionnelle, une fée, un lutin ou un gnome. Ouais. Et d'ailleurs, les anciens disaient que ces êtres vivent en fait sur un plan de réalité qui est proche du nôtre et qu'il peut être possible, à certaines conditions, de les voir et les rencontrer. Voilà, que ça se croise, comme ça qu'il y ait des connexions de temps à autre, ces petites étincelles. Alors, vous avez classifié ces peuples dans votre encyclopédie du merveilleux, en passant par les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, évidemment, et le feu. Voilà, il me semblait bien que j'allais en oublier un. Édouard Brazé, commençons par les peuples de l'air, et vous avez commencé par les anges. Alors, les anges viennent du grec angelos, qui veut dire messager, et ce sont justement ces êtres intermédiaires entre le ciel et le monde des humains, et qui sont des porteurs de messages. Et leur existence est attestée dans la religion essentiellement. Oui. Donc on les voit dans la Bible, on les voit en islam aussi. Et en fait, ces anges ont justement ce pouvoir d'apporter aux élus en fait des messages provenant de Dieu, provenant du divin. Mmh. Et d'ailleurs, on dit que les anges seraient des énergies divines. Et lorsqu'on voit le nom des anges, chez les Hébreux, eh bien, il s'agit de noms qui qualifient les énergies divines. Alors ça peut être Dieu guérisseur, ça peut être Dieu qui sait tout, Dieu omnipotent, etc. Mmh. Et donc voilà, c'est un monde intermédiaire, je dirais, entre un Dieu inconnaissable, sans forme, tellement loin de nous que nous ne pouvons pas l'approcher directement, et notre pauvre existence terrestre. Et alors, entre les deux, il y a toute une hiérarchie, c'est très hiérarchisé. Ah oui, c'est très hiérarchisé. Oui. Ah oui, par exemple, il y a des hiérarchies qui sont rapportées par différents auteurs, et donc le fameux pseudo-Denis l'Aréopagite, dans ses hiérarchies célestes, donne l'organisation de hiérarchies angéliques qui sont organisées en 9 chœurs et 3 triades. Et la première d'entre elles, la plus importante, celle qui est la plus proche de la divinité, ce sont les séraphins. Et séraphins, ça veut dire celui qui brûle. Et donc il s'agit d'anges de feu. Et ils sont dotés de 6 ailes. Pourquoi 6 ailes? Parce qu'il y en a 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Étonnant, et en dessous d'eux, il y a par exemple les chérubins qui dispensent leur science, leur sagesse. Eux, ils sont un cran en dessous, c'est-à-dire un cran, quand je dis en dessous, c'est plus près de nous, quoi. Voilà. Ensuite, il y a les trônes qui sont au pied à ce moment-là du trône divin, alors que les séraphins sont plus proches du visage de Dieu. Et puis après, il y a tous les autres. Il y a les dominations, les vertus, les puissances. Et enfin, finalement, on finit avec les archanges, les anges. Et donc, on voit que les anges, ceux que l'on appelle les anges, et notamment les anges gardiens, qui par parenthèse sont absents de la Bible, eh bien ces anges sont le premier stade, en quelque sorte, d'une longue hiérarchie qui conduit vers le divin. Ouais. Alors, vous ne vous êtes pas contenté de rester dans le monde judéo-chrétien, en ce qui concerne les peuples des déserts, et vous nous emmenez dans la divinité germanique, avec les Az et les Asines. Je prononce bien, c'est ça? C'est ça, les Az et les Asines, qui sont en fait les dieux germaniques, les dieux scandinaves, que l'on voit notamment dans des recueils tels que l'Edda norvégienne, dans ces grandes sagas, qui sont assez méconnues chez nous, parce que elles ont été notamment vulgarisées par Wagner dans la tétralogie. Vous voyez, Lord du Rhin, on connaît très très peu. Ou bien, il faut voir, par exemple, Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux a été très très influencé par ces récits de l'Edda norvégienne, et par donc ces dieux et ces déesses, les Asines, dont le premier d'entre eux, c'est le fameux Odin. D'accord, oui. Et c'était lui le dieu borgne de la légende germanique. Et donc il préside au royaume céleste d'Asgard, qui est l'enclos des dieux, qu'on nomme aussi Valhalla, et avec son fils Thor, qui a un fabuleux marteau, et lui Thor, c'est le dieu du tonnerre. Il y a aussi le dieu Baldr, qui signifie le bon, qui est aussi un fils de Odin. Il
y a Loki, qui est le dieu du feu. Il y a différents dieux qui sont très très intéressants. Alors, pour revenir à Odin, s'il a perdu son œil, s'il est borgne, c'est parce que justement, il a voulu connaître la sagesse originelle qui était au pied du frêne du monde. Et donc, il a bu à l'eau de sagesse qui était près de ce frêne, et il a dû sacrifier un de ses yeux pour cela. Et de la même façon, il a eu connaissance des runes. Vous savez, ces runes, ce sont ces écritures magiques, porteuses de sagesse. Ouais. Et là, pour connaître le langage des runes, il a dû rester pendu à un arbre pendant 9 jours, et là, il a eu la connaissance justement des runes. On a là, dans cette mythologie nordique, scandinave, germanique, on a des récits qui sont très très forts, très très beaux, assez intenses, parfois assez cruels, et qui justement gagnent énormément à être connus. Et c'était un petit peu le but dans cette encyclopédie, c'est de rapporter des mythologies qui sont moins connues de nous et qui sont tout aussi fascinantes que la mythologie gréco-romaine. Alors, restons dans le domaine des divinités germaniques. Vous avez cité Wagner tout à l'heure avec sa trilogie L'Or du Rhin et la célèbre chevauchée des Valkyries. Alors, qu'est-ce qu'une Valkyrie? Parce que c'est féminin, hein? Voilà. Alors, les Valkyries, on les confond souvent, on croit souvent, parce que on se souvient donc cette chevauchée des Valkyries, qui a été ensuite adaptée au cinéma avec sur fond de guerre du Vietnam. Dans Apocalypse Now, oui. Quand les hélicoptères chargent, oui, c'est ça. Voilà. En fait, ce ne sont pas des guerrières du tout, mais ce sont, elles sont sur les champs de bataille, mais en fait, elles sont là pour choisir parmi les valeureux, parmi les guerriers qui s'affrontent sur les champs de bataille. Elles choisissent ceux qui sont le plus braves, qui sont les plus vaillants, et lorsqu'ils meurent, elles les entraînent avec elles, les emmènent avec elles, justement dans ce fameux Valhalla qui est donc le paradis. Lieu. C'est le paradis, en quelque sorte, le paradis des guerriers. Et là, donc, là où préside Odin, dont on a parlé, et là, eh bien, une fois qu'ils sont au Valhalla avec les Valkyries deviennent des sortes de servantes. Elles sont là pour servir de la bière d'hydromel dans d'immenses cornes à ces héros qui passent alors leur éternité, en quelque sorte, à boire, se restaurer, manger et à faire la guerre à nouveau, à se combattre. Génial. Contre eux, parce qu'ils adorent ça. Et lorsqu'ils se tuent, eh bien, ensuite ils revivent, ils renaissent instantanément, ils mangent, ils boivent, ils refont. Donc c'est un paradis merveilleux pour eux en tout cas. Oui. Assez primaire quand même, hein. Assez primaire, mais bon. L'ensemble, c'est pas très classe, quoi, ni très fin non plus. Alors, laissons là ces divinités germaniques. Et en revanche, j'ai découvert que parmi les peuples de l'air, vous avez classé un être qui nous suit tout le temps, qui est avec nous de notre naissance jusqu'à notre mort, qui est d'une fidélité à toute épreuve, que tout le monde connaît, qui est l'ombre. Eh oui, et l'ombre, dans ces récits issus du folklore, issus de la mythologie, issus des légendes et des contes, l'ombre est un être à part entière, une partie de nous-mêmes, tout comme nous avons un double. Vous le savez, vous avez dit, vous avez un double qui se promène dans le monde. Ah bon? Eh oui, vous avez un double. Nous avons tous un double. Nous l'ignorons. Et d'ailleurs, il vaut mieux l'ignorer parce qu'il a son existence à lui. Et l'on dit d'ailleurs que le double se sépare de nous durant la nuit. Et lorsque nous rêvons, c'est en fait le double qui vit. Vous voyez. Très bien. Donc, nous avons le souvenir dans nos rêves de la vie de notre autre moi, nous-mêmes. Okay. Quant à l'ombre, effectivement, eh bien, les anciens pensaient qu'elle avait une existence à part entière, et c'est pour ça qu'il faut toujours éviter de marcher sur l'ombre de quelqu'un ou de jeter des pierres dessus, parce que ça peut affecter sa santé. Et il y avait une forme d'envoûtement qu'on nommait l'enclouage, et qui consistait justement à piétiner l'ombre de sa victime. Donc si vous voyez quelqu'un à qui vous voulez du mal, eh bien vous marchez sur son ombre et il va tomber malade. En tout cas, vous pouvez toujours essayer. Oui, tout à fait. Ça servait également à diagnostiquer quelqu'un qui avait passé un pacte avec le diable. Voilà, parce que donc il y a un célèbre récit, c'est l'histoire de Peter Schlemihl, et lui, Peter Schlemihl, il avait vendu son ombre, non pas son âme, mais son ombre au diable, et donc il n'avait plus d'ombre. Au départ, il pensait que l'ombre était totalement inutile. Oui, tout à fait, oui. Et il valait mieux être riche. Et en fait,
très vite, il s'est aperçu que l'absence de cette ombre l'isolait, parce que les gens voyaient qu'il n'avait pas d'ombre, et donc voyaient qu'il n'était pas comme les autres, et finalement il s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé complètement isolé à cause de cette ombre qui, bien qu'elle soit inutile, eh bien, était peut-être le lieu où se trouvait son âme réelle. Mais dites-moi, Édouard... Et c'est le cas des vampires également. Par exemple, les vampires n'ont pas d'ombre, tout comme ils n'ont pas de reflet dans le miroir. Ah, exact, c'est vrai ça. Oui. Donc il y a aussi le reflet, vous voyez, qui est une autre part de soi-même. Oui, qui est quelque chose qui appartient à l'air également, enfin, à quelque chose d'impalpable. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais j'allais poser une question qui peut paraître toute bête, mais où êtes-vous allé chercher tout cela? Dans les légendes, dans les contes, dans des livres, où? Alors, il s'agit bien sûr au départ d'une documentation que je suis allé chercher dans les bibliothèques, de livres anciens que j'ai pu moi-même trouver, acquérir, dans différentes bibliothèques, différents ouvrages, qui justement recensent non seulement ce qui est de l'ordre de la mythologie, mais ce qui est de l'ordre du folklore. Et le folklore, c'est cette sagesse populaire, traditionnelle, qui est de nature orale. Mais hélas, aujourd'hui, eh bien, les anciens qui avaient cette connaissance des contes, eh bien, ont presque tous disparu. Eh bien, ils ont été donc remplacés par l'urbanisation, par la télévision, par différentes choses. Mais heureusement, notamment au XIXe siècle, il y a des collecteurs qui sont allés dans les campagnes et qui ont recensé justement ces croyances, ces légendes, et qui les ont rapportées dans des livres auxquels on peut avoir accès. Et un des derniers grands collecteurs s'appelle Claude Seignol. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure que j'avais pour l'encyclopédie obtenu le prix Claude Seignol de l'imagerie, et j'en suis très flatté, très fier, parce que Claude Seignol, qui est toujours vivant, qui aujourd'hui a 88 ans et qui a bon pied, bon œil et qui est toujours vert, eh bien lui, il a été au début, en fait, dans la première moitié du XXe siècle, un élève de Van Gennep, qui était un grand collecteur de contes et de croyances, et il a été justement dans le Berry, en Sologne, en région parisienne, pour obtenir auprès des anciens, des derniers anciens, toute cette sagesse populaire. Et Claude Seignol, qui j'étais encore en conversation il y a quelques jours, me disait qu'il était à cheval sur 3 siècles. Au XXe siècle, parce qu'il a vécu au XXe siècle, le XIXe siècle, parce qu'il a rencontré des gens qui avaient connu Napoléon III, et XXIe siècle, parce qu'il continue à être toujours dans notre monde, et grâce à Dieu, aujourd'hui. Mais lui a dû croiser une fée ou des elfes, c'est pas possible. Ah oui, en plus il ne croit pas aux fées. C'est le plus fort. Édouard Brazé, on vient d'en parler, les elfes, les fées, vous allez nous en parler, on va beaucoup s'arrêter sur la civilisation elfique, la musique elfique et la société elfique qui a ses spécificités. Vous allez découvrir un monde très bien organisé avec des elfes qui ont des capacités très étonnantes. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Édouard Brazé est en notre compagnie depuis 1h15 maintenant sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous sommes derrière lui, il a sa lumière devant, il nous guide à travers la forêt. Je dis la forêt puisque c'est le lieu, semble-t-il, privilégié pour rencontrer ces êtres dont il va nous parler maintenant. Les elfes qui sont des esprits de l'air, Édouard Brazé. Oui, les elfes sont des esprits de l'air. Et on les associe à la forêt parce qu'on les représente souvent dans les mythologies germaniques notamment, sous la forme de petits personnages qui ressemblent un petit peu à des fées, mais des fées au masculin, dotés d'ailes, et qui volaient justement dans les branches des arbres et qui sont souvent habillés de vert. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a différents clans d'elfes selon les lieux où ils vivent et selon leur habitat. Et il y a notamment des clans d'elfes qui existent notamment en Irlande et qui, eux, et on va savoir pourquoi, vivent plutôt sous la terre et qui sont en fait les descendants d'un peuple féerique, d'un peuple elfique qui jadis a vécu en Irlande avant justement d'être obligé de vivre sous terre. Ils vivaient à l'air libre, ils vivaient sur la terre donc à cette époque-là.
Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la particularité notamment de l'Irlande. C'est pour ça que c'est le pays au monde où la tradition des croyances liées au petit peuple féerique est la plus vivace. Mhm. Il y a eu plusieurs d'après la légende, il y a eu plusieurs peuples qui ont habité successivement l'Irlande avant les Celtes, et notamment l'un de ces peuples, c'était les fameux Tuatha Dé Danann, ou les tribus de la déesse Dana, qui venaient peut-être des lointaines îles mystérieuses du nord du monde, qu'on appelle aussi Hyperborées, les Hyperboréens, on parlait déjà Apollon, et en fait ces elfes en quelque sorte, ces Tuatha Dé Danann, avaient des pouvoirs magiques, et donc lorsqu'ils étaient en Irlande, ils étaient les maîtres absolus d'Irlande. Mais ils ont été confrontés aux envahisseurs Gaëls, et donc les Gaéliques, donc les Celtes, et donc une bataille les a opposés, en fait une bataille qui a eu lieu à Tailtou, aujourd'hui Taltown, et donc à la suite de cette bataille, il y a eu un partage qui a été fait de l'île d'Irlande entre les Celtes et les elfes, les Tuatha Dé Danann. Les Celtes se réservaient la surface de l'île, et ils y sont toujours. Et les elfes, les Tuatha Dé Danann, en fait, se repliaient dans des palais merveilleux mais souterrains, et qui existent, dit-on toujours, sous les tertres d'Irlande, également dans les îles enchantées, et parfois invisibles encore, qui se trouvent autour de l'Irlande. C'est très joli comme histoire, mais dites-moi, Édouard Brazé, est-ce que les elfes ont des ailes? Alors, là aussi, il y a différents... au départ... Il y a différentes races. Voilà, comme je vous le disais, il y a l'elfe tel qu'on le présente dans les contes, notamment d'origine germanique, qui est un espèce de petit ludion avec des ailes. Voilà. Mais sinon, les elfes dont on parle en Irlande, c'était des elfes qui ressemblaient point pour point à des chevaliers ou des seigneurs du Moyen-Âge. Ils étaient simplement d'une très grande beauté, de très grande force, et surtout, ils avaient des dons artistiques très très évolués, mais ils n'avaient pas d'ailes. Ils étaient comme une cour, je dirais, une Moyen-Âge, qu'on peut imaginer, simplement avec des êtres pourvus de pouvoirs magiques. Ça ressemble tout à fait aux elfes que l'on connaît dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Voilà, c'est tout à fait. Quand on voit les elfes du Seigneur des Anneaux, on a en fait Tolkien s'est tout à fait inspiré des Tuatha Dé Danann irlandais, puisque il faut savoir que Tolkien connaissait parfaitement toutes ces mythologies. Il était prof à Oxford d'ailleurs. Il était prof à Oxford, il connaissait très très bien tout ça. Et d'ailleurs, il s'en est pas caché, hein. Il a pris dans ses mythologies et dans ses légendes bien l'origine, la nature de ces personnages, et en l'occurrence c'est le cas des elfes. Et justement, ce qui est bon dans ces palais fabuleux, où qui ne connaissaient ni la maladie ni la mort, et il y avait un roi qui était le roi Dagda, qui veut dire Dieu bon, qui supervisait tous ces seigneurs Tuatha, et il y avait parfois des alliances entre justement les elfes, les seigneurs elfiques, et les princesses humaines, mortelles. Il y avait comme ça des histoires d'amour qui parfois, entraînaient des rapts, entraînaient des adultères, et donc des guerres, là encore des conflits, des rivalités entre les Gaéliques, les Gaëls, les Celtes et les Tuatha Dé Danann, ce qui a donné lieu à des sagas qui sont de très très grande beauté, qui sont très très assez méconnues chez nous en France, qui sont très très belles, mais progressivement qui ont entraîné une rupture de plus en plus grande entre le monde invisible des elfes et le monde des humains, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à les voir. Évidemment. Alors là, vous nous présentez des êtres très beaux, dotés de certains pouvoirs, très portés vers tout ce qui est artistique, donc intellectuellement assez élevé. Mais les elfes peuvent-ils être méchants? Quand on parle de guerre, un guerrier, c'est pas gentil non plus, quoi. Voilà, et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'elf shot, ou le coup de l'elfe, et qui qu'on a retrouvé, vous savez, près des mégalithes, enfin, les mégalithes étant d'ailleurs les demeures des fées, ou les demeures des nains ou des elfes, et bien des sortes de pointes de flèches ou de silex. Et donc, on pense qu'il
qu'il s'agissait en fait de pointes de silex qui étaient utilisées par des tribus peut-être préhistoriques, de chasseurs ou de guerriers. Et en fait, on dit aussi qu'il s'agit des elfes qui utilisaient ces armes pour justement pour se défendre. Et un célèbre elficologue, le fameux révérend Kirk, qui a laissé un ouvrage sur la République des elfes, qui était un pasteur anglican qui vivait en Écosse au XVIIe siècle, eh bien parle justement du monde des elfes qu'il appelait les Daoininshi ou les Sith, qui sont en fait le nom de ces collines enchantées ou le nom des peuples qui les habitent. Il disait que justement, non seulement ces pointes d'elfes étaient des armes d'elfes, mais que aussi différentes maladies, et ça on le trouve aussi dans les recueils médiévaux germaniques, la plupart des maladies comme la folie ou ou des différentes maladies comme ça étaient dues aux elfes. Oui. Et alors, est-ce qu'il existe des elfes de maison ou des elfes familiers? Vous savez, là, donc, on parle d'elfes d'Irlande, mais dans notre entourage, là, autour de nous, est-ce qu'il existe des elfes? Voilà, alors c'est vrai que là aussi, on rejoint Harry Potter, parce qu'il y a aussi Oui. Et là, il s'agit, alors on les appelle plutôt les génies familiers ou les démons familiers, ou bien les familiers tout simplement, les daimons. Et en fait, c'est vrai qu'il y a de multiples témoignages de personnages qui sont généralement des personnages qui sont restés dans l'histoire pour avoir créé ou pour avoir trouvé des choses, et qui devraient, dans leur génie ou leur connaissance, à des génies familiers, à des elfes familiers qui étaient à côté d'eux. Alors, notamment, on peut citer Paracelse, dont on a parlé, et également Jérôme Cardan, qui est un mathématicien italien du XVIe siècle, qui avait alors lui, on lui doit la résolution des équations de 3e degré, vous voyez. Oui, quand même, ça va, oui. Il avait un esprit familier avec lui, qui lui dictait justement ses équations mathématiques. Et il le tenait de son père, qui lui avait légué juste cet esprit familier. Mais on dit aussi que Napoléon Bonaparte lui-même, avait un génie familier, un elfe familier, qu'on appelait le petit homme rouge. Ah bon? Et ce petit homme rouge lui conseillait et lui prédisait l'avenir. Et c'est ainsi que le petit homme rouge a annoncé à Napoléon ses victoires à Austerlitz, Iéna, Wagram, son accession à l'Empire, mais aussi sa chute et son exil. Et on dit aussi que le président George Washington aurait lui aussi eu un génie familier, vous voyez. D'accord. Et est-ce que vous connaissez un moyen d'apercevoir chez nous un génie familier, s'il y en a un? Alors, il y a une excellente méthode, c'est que ces génies familiers, tout comme les lutins, qui sont aussi des bons génies que l'on trouve ou que l'on trouvait dans les fermes, eh bien, ils sont très gourmands. Et donc, ils aiment bien qu'on leur offre des choses à manger ou à boire. Mais attention, il faut que ce soit des petites miettes, ou bien des petits morceaux de brioche, ou bien encore un verre de lait ou un verre de vin, vous voyez. Mais très très peu de choses, ça leur suffit. Ils aiment aussi à ce qu'on leur parle, tout simplement on est conscience de leur existence, de leur présence. Parce que sinon ils se vexent, ils s'en vont. Alors là, une bonne méthode, ça peut être ça. Ça peut être de faire des petites offrandes sur un petit hôtel chez soi ou près de son bureau ou à côté de son ordinateur pour attirer les gremlins, ce qui sont les lutins des ordinateurs. Vous voyez. Et là, on leur fait des petites offrandes en disant bon génie, viens à mon aide et aide-moi à écrire, pour ce qui me concerne, à écrire mon encyclopédie ou à résoudre tel problème. Et durant la nuit, tandis qu'on dort, eh bien, ils font le travail à notre place. D'accord. Et vous l'avez dit, les gremlins sont les génies des ordinateurs. Alors, ils sont devenus au départ, c'était des sortes de génies, mais qui se trouvaient dans les moteurs des avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes, qui étaient avec leur avion, avaient toujours des problèmes dans la Royal Air Force. Et il y avait des problèmes dans leur moteur, ils ne savaient pas l'origine, et en fait ils se sont dit c'était l'effet gremlin, qui était donc ils ont inventé en fait ce nom de gremlin pour montrer des problèmes qui survenaient en vol, mais qui étaient inexplicables plus lorsqu'ils démontaient le moteur sur Terre. Alors pourquoi gremlin? Parce qu'il y avait une bière à l'époque qui s'appelait la Fremlin, et G pour les
frères Grimm, donc les célèbres auteurs de contes. Ouais. Et alors, ces gremlins, ils ont migré, ils sont allés dans les ordinateurs, et ils ont provoqué les bugs, les virus, les spams et autres choses Un peu désagréable. un peu désagréables. Et alors là aussi, on peut toujours essayer. En tout cas, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient essayé, que ça marchait. Eh bien, c'est de faire un petit hôtel au gremlin à côté de son ordinateur, Voilà. avec une rose dans un verre ou quelques miettes de brioche, etc. Ouais, Vous ouais. faites une petite prière au gremlin, et à ce moment-là, eh bien, ça remplace tous les antivirus et firewalls de la planète. Magnifique. Et ça permet à votre ordinateur de fonctionner tout à fait normalement. Parfait, merci pour ce bon tuyau, docteur Brazé. Alors, Édouard Brazé, on va continuer dans le plus inquiétant, cette fois-ci avec ce que je ne souhaite à personne de rencontrer, quand même des harpies, par exemple. On se doute bien déjà que harpie étant passé dans le langage commun, que ça ne va pas être très agréable. Plus inquiétant encore, les banshees ou encore les striges. Alors ça, les striges, c'est assez particulier quand même comme être humain, animal, voilà, c'est assez étrange, mais somme toute inquiétant. Une pause et on se retrouve sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, toujours avec Édouard Brazé, pour découvrir ces êtres-là. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dans les aventuriers de l'étrange, ce soir, il est presque minuit, nous allons, avec Édouard Brazé et son encyclopédie du merveilleux, rentrer dans le cadre de personnages assez inquiétants quand même. On va commencer, si vous le voulez bien, Édouard Brazé, après les elfes, qui sont quand même intéressant à rencontrer, les striges. Alors, les striges, c'est quand même assez inconnu du grand public. Il y a une série bande dessinée consacrée aux striges qui est extraordinaire, d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. Mais les striges, c'est quoi alors? Alors, les striges, on les trouve essentiellement dans la mythologie grecque, mais aussi dans certaines légendes, notamment en Corse. Et en fait, ce sont des génies de l'air qui sont un peu comme les sirènes ailées. Vous savez que les sirènes, au départ, n'avaient pas des queues de poisson, mais étaient des femmes ailées. Et là, ces striges, elles sont absolument terrifiantes, parce que donc ce sont des oiseaux avec une poitrine et un visage de femme, mais affreuses, horribles et excessivement cruelles. Et donc elles poursuivent donc les gens, les mortels. Elles s'acharnent sur eux, elles les dévorent, elles les lacèrent avec leur serre, avec leur bec. Elles sont effrayantes. Et les harpies, là aussi, elles sont... Ah, ça c'est pas mal non plus, ça. Oui. Ce sont des striges également, mais alors, en plus, elles dégagent une odeur absolument infecte. Et leur nom signifie ravisseuse, parce qu'en fait, elles saisissent les âmes des mourants. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un meurt, eh bien, au moment où son âme se détache du corps, la harpie se saisit de l'âme et la conduit en enfer pour la soumettre à différentes tortures. Vous voyez, c'est effrayant. Oui. Alors, et elles se manifestent souvent sous la forme d'orages, de tempêtes. Oui, et en fait, elles symbolisent, parce que tout cela, bien sûr, ce sont des animaux ou des êtres qui correspondent à des symboles. Et là, elles symbolisent dans le monde chrétien, elles symbolisent en fait les passions vicieuses, les tourments obsédants et les remords sans fin. Oui, il fallait bien leur donner corps à ces choses-là. Oui, évidemment. Alors, il y a aussi les érinies qui sont les sœurs des harpies. Les érinies. Les érinies. Oui. Mais là, en fait, les érinies, elles viennent à la suite d'un châtiment dicté par une sentence des dieux, c'est-à-dire qu'elles s'acharnent sur les victimes, mais ces victimes ont auparavant offensé les divinités, et c'est pourquoi elles sont punies. Et alors, il y a une hypothèse que vous soulevez dans votre encyclopédie du merveilleux qui mérite que l'on s'y arrête, les sylphes. Alors d'abord, avant de parler de l'hypothèse que vous avez soulevée, décrivez-nous ce que sont les sylphes. Alors les sylphes, ils sont en fait à mi-chemin, on pourrait dire, entre les elfes et les anges. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des créatures de l'air, mais des créatures d'un air très très subtil.
et donc ils sont dans le ciel. Et d'ailleurs, on peut reconnaître l'action des sylphes au fait qu'ils sculptent, vous savez, les nuages pour leur donner des formes. C'est à elle que l'on doit ça. Voilà, et lorsqu'on voit des nuages qui ont des formes d'animaux, de chats, de rhinocéros, etc., on peut dire que ce sont les sylphes qui les modèlent ainsi. D'ailleurs, on m'a rapporté, moi-même je n'ai pas été témoin d'ici, j'ai été témoin aussi directement de cela. On peut se réunir à plusieurs et en fait imaginer par exemple une forme, par exemple un animal, et puis donc les sylphes entendent en quelque sorte la demande qui leur est faite et sculptent avec leur souffle l'animal avec des nuages. Ah, c'est très joli ça. Et alors, vous soulevez une hypothèse, venons-en à cette hypothèse que vous soulevez dans votre encyclopédie du merveilleux, les sylphes. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas des extraterrestres vus au Moyen-Âge à travers la culture de ceux et celles qui vivaient à cette époque-là? Voilà, et ça, effectivement, c'est une hypothèse qui en fait repose sur des capitulaires, donc des lois qui ont été dictées sous Charlemagne et ensuite Louis le Débonnaire, et qui en fait tout simplement imposaient des peines aux sylphes, c'est-à-dire qu'on accusait les sylphes de différentes exactions, notamment celle, et vous allez reconnaître tout à fait des témoignages beaucoup plus récents, celle de venir sur Terre à bord de vaisseaux spatiaux et d'enlever des mortels, hommes ou femmes, pour les emmener chez eux, leur faire subir différents traitements, dont certains consistant tout simplement à avoir des unions avec donc les mortels, et ensuite de les raccompagner sur Terre. Et les mortels ou mortelles, humains ou humaines, qui avaient ainsi eu cette expérience vécue, cette expérience, avec les sylphes, eh bien, donc donner naissance à des héros fabuleux qui sont restés célèbres dans ce monde médiéval. Alors évidemment, on reconnaît tout à fait les fameux témoignages sur les abductions. Oui, les enlèvements par les extraterrestres. Par les extraterrestres, les enlèvements extraterrestres, les vaisseaux spatiaux avec les soucoupes volantes, et donc là aussi les unions supposées avec les extraterrestres. Donc c'est très surprenant, et effectivement, on pourrait dire, évidemment, la culture de l'époque ne pouvait pas connaître l'existence de soucoupes volantes ou d'avions parce que ça n'existait pas. Donc on parlait de vaisseaux comme des bateaux célestes, mais effectivement les descriptions sont tellement semblables évidemment avec un vocabulaire différent, des témoignages plus récents qu'on peut se poser la question. Alors évidemment, il n'y a qu'une période, c'est justement cette période du Moyen-Âge correspond au règne de Charlemagne ou ses successeurs, donc on peut aussi émettre l'hypothèse que peut-être des sylphes ou des extraterrestres seraient venus en masse donc au Moyen-Âge et puis ensuite seraient revenus plus récemment. Voir un petit peu comment ça avait évolué, quoi. Voilà. Édouard Brazé, après le peuple de l'air, donc entrons dans la forêt, puisque c'est ainsi que vous avez divisé votre encyclopédie, avec maintenant le peuple de la forêt. Alors, la forêt, ça a toujours été comme le dessous de la terre, un lieu qui a toujours été symbole de crainte. Oui, parce que la forêt, c'est l'endroit où l'on se perd, mais c'est aussi l'endroit où l'on rencontre la petite maison en bois dans laquelle vit la sorcière. Bien sûr, c'est aussi le lieu où l'on rencontre l'ogre dans les contes, comme le Petit Poucet. Donc c'est un lieu très chargé de mystère et très chargé justement de la forêt, tout souvent associée aussi au loup ou à la nuit. Et donc c'est un endroit effectivement où vivent des créatures surnaturelles qui appartiennent à ce monde du merveilleux. Et parmi ces créatures qui vivent dans la forêt, il y a la banshee. Alors banshees ou banshee? Alors on appelle ça la banshee. Les banshees donc au pluriel. C'est irlandais. C'est irlandais. Ouais. C'est l'équivalent un petit peu de la Dame Blanche chez nous. Il y a de grandes croyances sur la Dame Blanche. Exact. En fait, la Banshee, donc en Irlande, c'est une sorte de spectre. C'est une femme donc qui est une revenante et qui apparaît alors souvent vêtue de blanc, mais parfois aussi avec une robe verte, un manteau gris. Elle a des cheveux
hirsute, elle est très très effrayante à voir, et surtout, elle pousse un cri, lorsque vous l'entendez, ce cri de la banshee, il vous glace le sang dans les veines réellement. Ouais. Et elle n'apparaît pas, heureusement, n'importe quand. La banshee, rapporte Walter Scott, est associée au clan ancien d'Irlande ou d'Écosse. Et c'est-à-dire lorsque le seigneur, donc l'aîné, le chef de famille d'un clan va mourir, eh bien la banshee apparaît au sommet de la plus haute tour du château et pousse ce cri qui annonce partout le décès du seigneur et son remplacement. Et donc, mais c'est tellement vivant que il y a par exemple dans la musique irlandaise encore aujourd'hui, des morceaux dont le titre est le cri de la banshee. Donc c'est quelque chose qui est encore très vivace en Irlande. Oui. Et les banshees sont attachées, enfin certaines d'entre elles attachées spécifiquement à une famille. Voilà, c'est-à-dire que chaque famille authentique, alors Walter Scott, il s'agit des familles les plus anciennes, pas du tout les parvenus, voilà. Et ni les paysans d'ailleurs, entre parenthèses non plus, vous savez. Alors, elles servaient aussi, par exemple, les banshees étaient tellement donc fidèles et servaient tellement leur seigneur qu'elle leur permettait par exemple de gagner aux échecs. Oui. Lorsque donc dans le jeu d'échecs, elles étaient là, bien sûr, elles étaient invisibles à quiconque n'était pas du clan. Elles se penchaient à l'oreille du seigneur pour lui dire effectivement les coups à jouer. Son adversaire, et donc il savait comment jouer aux échecs, également aux cartes. Et également, il faut savoir qu'elles étaient associées à la couleur verte, et donc bien certains clans d'Irlande ou d'Écosse ont des tartans, vous savez, où il y a la couleur verte. Oui. Et là, donc la banshee pouvait donc sauver lors des batailles, sauver donc ceux qui portaient la couleur. Ceux qui portaient cette couleur. D'accord. Donc il y a différentes croyances liées aux banshees, aux dames blanches et tout ça. Et on est dans un monde absolument, alors à la fois terrifiant, angoissant, mais en même temps merveilleux. Et alors, de la banshee irlandaise ou écossaise aux fées de chez nous, il n'y a qu'un pas que l'on va franchir, avec évidemment une large partie de votre encyclopédie consacrée aux fées. C'était la moindre des choses. Ah oui, bien sûr, parce que alors les fées évidemment, on en sait peu de choses, parce que on confond les fées avec les contes de fées, et les fées en fait elles sont de plusieurs natures. Déjà au départ elles ont une existence qui remonte très loin, puisque elles étaient déjà les fatas de la mythologie romaine, c'est-à-dire les déesses du destin. Ah oui, fata, fatum, oui évidemment, voilà. La fatalité. Donc ce sont au départ des déesses, les fées, ce sont des déesses du destin. Et d'ailleurs, dans les contes, ce sont elles qui apportent les dons aux nouveau-nés, aux héros, et donc elles ont ce rôle-là. Et en même temps, eh bien, elles sont au Moyen-Âge des femmes qui sont des femmes merveilleuses, des femmes idéales, et qui n'ont pas à ce moment-là d'ailes comme on les représente depuis Walt Disney, mais qui sont des femmes tout à fait qui sont si belles que tous les mortels, tous les hommes, les chevaliers qui croisent leur chemin tombent instantanément amoureux d'elles et les demandent en mariage. C'est la fameuse histoire de Mélusine, la fée Mélusine, qui a épousé justement un seigneur. Mais les fées qui épousent justement les seigneurs ont toujours une demande, un tabou à respecter. Et Mélusine, par exemple, son tabou, c'était celui de pouvoir prendre un bain le samedi sans que son seigneur cherche à la voir. Voilà. Donc, il acceptait en pensant que c'était, ma foi, une coquetterie. Une coquetterie, mais enfin que c'était tout à fait... Et bon, pendant des années, il a respecté ce tabou, jusqu'au jour où, pris de doute, il a voulu chercher à voir sa Mélusine le jour où elle était à son bain, et il a vu que le bas de son corps, en fait, était un corps de serpente. Il a poussé un cri, Mélusine lui a dit « Ah, malheureux, tu aurais attendu un samedi de plus, et l'enchantement qui pesait sur moi aurait été levé, j'aurais été entièrement femme, et à présent je dois te quitter. » Elle s'est transformée entièrement en serpent volant, et elle est partie. Et alors, les fées, vous les idéalisez, mais il y en a de bonnes et de moins bonnes. Des mauvaises fées, il en existe. Dans nos Pyrénées, beaucoup de légendes parlent des fées pas franchement sympathiques.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Catherine Briggs, la fameuse folkloriste anglaise, disait qu'en fait, une sorcière n'est jamais qu'une fée qu'on a offensée. Donc, en réalité, les fées et les sorcières sont très susceptibles, les fées, en principe. Voilà. Hein. Elles sont très susceptibles, elles sont très femmes, bien sûr. Et donc, elles sont à la fois des déesses, donc elles ont des pouvoirs magiques extrêmement puissants, mais elles ont leur caprice. Et donc, et parfois, c'est sans le savoir, mais les hommes, vous savez, sont tellement grossis à côté des fées que ils manquent de tact parfois sans le savoir. Un peu bourrin, ouais. Et parfois, ils les blessent, il leur manque de respect, et les fées se vengent de façon terrible. Ouais, et la première vengeance, d'ailleurs, d'une fée, c'est tout simplement de disparaître de la vie de l'être humain chez qui elle était entrée. Ouais. Vous en avez vu des fées? Alors, écoutez, pour être franc avec vous, je n'ai pas vu de fées, mais j'ai senti leur parfum. Parce qu'il faut savoir que les fées se manifestent de différentes façons, pas uniquement par la vision, mais également ça peut être par le son. Hein. Il y a moi j'ai rencontré des gens qui ont entendu comme ça des sortes de chants féeriques. Alors moi c'est le parfum, et c'était très étrange. C'était lorsque il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé mes recherches sur le monde féerique, et j'allais sous la coupole de la bibliothèque nationale rue de Richelieu. À Paris, donc oui. Et là, de temps en temps, alors que j'étais assis à côté de vieux professeurs barbichus, etc., je sentais un parfum de lys fleuri, excessivement suave et très très fort, et qui ne pouvait pas venir de mes voisins, et qui apparaissait à certains moments, qui disparaissait. Alors pour moi, c'était le parfum de la fée de la Bibliothèque nationale qui m'encourageait ainsi à poursuivre mes recherches. Je n'en ai jamais eu la preuve, mais en tout cas pour moi, je reste avec cette croyance. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Toute dernière promenade, dernier bout de promenade malheureusement, puisque nous arrivons au début de la nuit, bientôt minuit, avec Édouard Brazé, notre guide dans ce monde du merveilleux. Je vous recommande d'ailleurs l'encyclopédie qu'il a écrit, l'encyclopédie du merveilleux, des peuples de la lumière et du bestiaire fantastique. Nous allons terminer notre balade, Édouard Brazé, avec vous sur Sud Radio, dans les aventuriers de l'étrange, avec le peuple de la Terre. Donc chaque élément à son peuple ou ses avatars, c'est-à-dire l'air, la forêt, la terre et l'eau, évidemment. Oui, c'est ça. Et donc, Paracelse et les alchimistes du XVIe siècle, notamment, disaient que, en fait, ces fameux êtres féeriques, ils les appelaient les élémentaux. Pourquoi les élémentaux? Parce qu'ils habitaient les parties les plus subtiles des éléments de la nature. Donc, les nains, les gnomes, les kobolds, les gobelins, ils vivent dans la terre, et notamment le souterrain. Les sirènes, les ondines, les naïades vivent dans l'eau, dans les rivières, dans la mer. Les fées, les elfes, les sylphes, les anges vivent dans l'air. Et le feu, évidemment, est réservé aux dragons, aux salamandres et autres créatures du feu. Alors, parlons des êtres de la Terre, en commençant par les gnomes. Alors, les gnomes, qu'il ne faut pas confondre avec les nains. Ah non, c'est pas pareil. Pas du tout. Alors les gnomes déjà sont plus petits que les nains. Ils sont d'aspect très difforme. Ils vivent uniquement sous terre, mais également dans les racines ou près des racines des arbres. Ouais. Et il faut savoir que gnome, alors il y a différentes étymologies pour gnome, et l'une d'elles ferait remonter gnome à gnosis, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance, oui. Ouais. Donc en fait, ce sont les dépositaires des connaissances cachées, parce que ce qui est souterrain, c'est donc caché, et ce qui est enfoui au creux de la terre, c'est donc un peu ésotérique en même temps. Oui. Donc les gnomes sont les gardiens des connaissances cachées, des connaissances ésotériques, et donc on leur prête différents prestiges, différents sortilèges. Ils auraient notamment construit ou aidé à construire le temple de Salomon, vous voyez. On dit aussi qu'ils sont gardiens de trésors, et on dit que les femelles des gnomes, qu'on appelle les gnomides, sont absolument ravissantes, alors que les gnomes sont plutôt vilains et grotesques et malicieux. Les gnomides sont ravissantes, et elles ont des
des petites sandales avec des pierreries, fort ouvragées. Alors, les gnomes, ça c'est fait. Les gobelins. Alors les gobelins, alors là on atteint comme les bogies, les boggles et ces autres peuples qui sont en fait des sortes de nains mineurs. On les trouve dans les mines et en fait ce sont eux qui justement vont forer le cœur de la terre pour en extirper les différents minerais. Et en même temps ces fameux gobelins ont un aspect un peu démoniaque, c'est-à-dire que comme ils sont pas terribles, hein. C'est pas très recommandable. Non, parce que ils vivent vraiment au cœur de la terre, au point qu'ils creusent tellement profondément qu'ils arrivent à arriver vers les enfers, et parfois ils se confondent avec les démons de l'enfer. Et donc les gobelins, c'est pour ça que le terme gobelin souvent désigne des démons absolument effrayants, mais au départ ce sont des nains mineurs, donc qui sont par exemple, ils sont assimilés aux knockers des mines de Cornouailles qui vont chercher les minerais et qui parfois peuvent être d'ailleurs salutaires aux hommes parce qu'ils sont mineurs, parce que ils les préviennent lorsqu'il va y avoir un coup de grisou ou lorsqu'il va y avoir donc un éboulement, ils les préviennent. Ça, c'est le rôle des knockers qui font un bruit comme ça avec leur petite pioche. Mais les gobelins, c'est vrai, donc sont assez redoutables. On disait aussi qu'ils tenaient sur terre un marché, le fameux marché des gobelins, mais là aussi il fallait faire attention. Il y a un poème de Cristina Rossetti qui dit il ne faut pas regarder les gobelins, il ne faut pas acheter de leurs fruits. Qui sait de quel sol ils ont nourri la faim et la soif de leurs racines. Donc là aussi, il faut faire très attention. D'ailleurs, d'une façon générale, il ne faut jamais consommer la nourriture qui nous est donnée par l'autre monde, le monde des elfes, des fées ou des gobelins, parce que l'on pourrait demeurer prisonnier de cet autre monde et ne plus revenir dans le nôtre. Oh, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Alors, nous allons conclure avec les nains qui ont une société très structurée et c'est également une race très vieille. Ah oui, les nains sont très très anciens et là aussi ils vivent sous terre. D'ailleurs, on dit que les nains, tout comme les gnomes, se déplacent dans la terre avec la même aisance que nous déplaçons dans l'air. La terre est leur élément. Oui. Alors les nains, eux, ils ont des pouvoirs magiques et ils sont de grands orfèvres. D'ailleurs, dans l'Edda norvégienne, dont on parlait par rapport aux As et Asine, les dieux germaniques comme Odin, eh bien, dans l'Edda, les nains vivent justement dans des souterrains où ils fabriquent des épées de légende, des épées qui sont dans un métal tellement fin et tellement solide que les héros qui portent ces épées sont invincibles. Ils sont aussi orfèvres, ils font des joyaux, des bijoux qui sont absolument fabuleux. Et ils sont des forgerons, ils sont des artisans, ils sont des joailliers. On leur doit le fameux mithril que l'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Voilà, c'est ça. Et donc tout ce qui est ils sont très ambigus parce que par leur apparence, ils sont grossiers, ils sont brutaux, et avec leur barbe hirsute, avec leurs vieux vêtements, et en même temps, ce sont eux qui ont là aussi la connaissance manuelle, pour faire des œuvres d'art absolument merveilleuses. Ils ont cette connaissance magique. Voilà, c'est vraiment un peuple magicien. Et d'ailleurs, là aussi, vous savez, il y a une théorie qu'on appelle la pygmée-théorie qui existe au XIXe siècle et qui disait qu'en fait, les nains de légende auraient au départ été des peuples réels, des peuples de pygmées venus de Mongolie, donc des êtres qui ont disparu aujourd'hui, des êtres de petite taille, avec des pouvoirs magiques, des pouvoirs chamaniques. Et en fait, ils seraient descendus en Europe par le nord de l'Écosse, et donc ils auraient donc plus tard été éradiqués par les Celtes, mais il y aurait un fondement à l'existence des nains. Un fondement historique, un fondement réel, anthropologique, à l'existence des nains.
Pour conclure, Édouard Brazé, une dernière question. Je crois que j'avais lu ça dans Peter Pan, il me semble. Les fées se plaignaient que les gens ne croyaient plus en elles et que quand quelqu'un ne croyait plus en une fée ou ne croyait plus à l'autre monde, à ce petit peuple, comme l'on dit, il y avait une fée qui mourait. Oui, c'est ça. C'est bien sûr dans Peter Pan. Et justement, tout à l'heure, on disait que les fées au Moyen-Âge se rencontraient dans la forêt. Elles étaient comme des femmes, elles étaient aussi grandes, même plus grandes que des femmes normales, plus belles encore. Et petit à petit, elles ont rapetissé, elles ont été pourvues d'ailes, elles ont ressemblé à des papillons, à des libellules. La fée Clochette que l'on voit dans le dessin animé de Walt Disney. Et elles ont tellement diminué qu'elles ont progressivement sombré dans l'invisibilité. Et pourquoi cela? Parce que justement les hommes n'y croyaient plus, ne faisaient plus appel à elles, et donc diminuant dans les croyances des hommes, elles ont rapetissé, elles ont finalement presque disparu. Et la meilleure façon de faire renaître les fées, d'à nouveau les voir, d'à nouveau avoir accès à leur grâce, à leurs trésors, à leurs dons, c'est justement d'y croire, et même si on n'y croit pas, de faire semblant d'y croire, ce qui revient au même en réalité, c'est-à-dire, là encore, leur parler, faire des petites offrandes dans la maison, et savoir qu'elles sont proches des fleurs. Par exemple, en Angleterre, on sait très bien que dans un jardin, il faut toujours réserver une part du jardin aux fées. Et donc, on met une petite clôture, et vous pouvez faire ça. Si vous avez un jardin, vous faites une petite clôture dans un bord de votre jardin, et vous mettez ici commence le domaine des fées, ne pas dépasser cette barrière. Et là, vous laissez pousser les ronces, vous laissez pas pousser les orties, vous laissez pousser à l'état sauvage. Il devient un jardin des fées. Et en remerciement, les fées vous aideront à avoir des fleurs magnifiques, des légumes magnifiques, parce que ce sont elles qui apportent aux fleurs, dit-on, leur couleur et leur parfum. C'est joli. Merci beaucoup, Édouard Brazé, vraiment, de nous avoir servi pendant ces 2 heures de guide dans le monde merveilleux des elfes, des fées, des lutins. On n'a pas parlé des farfadets non plus, mais bon, cette encyclopédie est si riche qu'il faudrait y consacrer des heures. Merci, Édouard Brazé. Je rappelle les titres de ces 2 encyclopédies qui m'ont servi donc à construire cette rencontre avec vous, l'encyclopédie du merveilleux des peuples de la lumière et l'encyclopédie du merveilleux du bestiaire fantastique. C'est aux éditions Le Pré au Clair. Et puis je signale également que vous avez un site internet, c'est tout simple, c'est Édouard Brazé en un seul mot, Brazé avec EY à la fin, edouardbrazé.com, et là on aura toutes les informations vous concernant, car vous êtes également conteur. Bonne soirée, Édouard Brazé, bonne nuit et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, Les Aventuriers de l'étrange. Che se l'Orio Massarini soutienere di una forza. J'espère que, comme moi, ce soir, vous avez passé une soirée merveilleuse dans le sens légendaire du terme. Et avec Édouard Brazé, vous avez vu, nous avons appris comment approcher un dragon, comment peut-être le dompter ou rompre le charme qui l'emprisonne, comment utiliser une poule noire pour essayer de gagner de l'argent sur le dos du diable, si j'ose dire. Tout ça, bien entendu, fait partie de notre légende, de nos mythologies qui nous font tant rêver. La semaine prochaine, dans Les Aventuriers de l'étrange, nous allons revenir à des dossiers concernant le monde du paranormal, un monde fascinant, peut-être plus tangible, peut-être plus réel que celui que le monde que nous avons exploré pendant 2 heures avec Édouard Brazé. Vous le savez, notre répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24. Si vous avez vécu quelque chose de particulier, de mystérieux, de paranormal, vous pouvez nous laisser un aperçu de votre témoignage et vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission et merci à Pierre Massias qui m'a épaulé pour la construire. Passez une bonne semaine, une belle nuit et rendez-vous samedi et dimanche prochain.